Bonsoir à tous. Il est donc acquis que tout Français peut être victime d'une erreur judiciaire. Mercredi dernier, les acquittés d'Outreau ont raconté avec beaucoup de force et de simplicité leur parcours et leurs souffrances. Nous vous proposons ce soir d'en découvrir les passages les plus forts, parfois perturbants, mais toujours révélateurs d'une justice qui a déraillé. Extrait. Je me couche avec l'affaire dans la tête et je me réveille avec l'affaire dans la tête. Comment expliquez-vous qu'on vous accuse? Comment l'expliquer, on ne sait pas. Je me suis assise par terre. L'inspecteur m'a répondu, vous avez raison de vous asseoir par terre. Et encore par terre, c'est pas assez bas pour vous, vous n'êtes qu'une sale pédophile. J'ai attendu, là, vous êtes en train d'incarcérer un innocent. Il m'a dit, vous êtes un innocent qui n'est pas prêt de sortir. C'est une affaire voulue. Voulue. Ça est une affaire voulue par le juge Burgot. Je me suis dit, il veut ma peau. Ce juge, je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il veut ma peau, quoi. Il m'a dit, même en sortant du bureau, il dit, vous avez intérêt de parler, il dit, parce que c'est 20 ans. C'est 20 ans. J'ai ressenti ça comme ça. Il avait le droit de vie ou de mort sur moi. Je crois que si Fabrice Burgot avait eu un soupçon de bon sens, on n'en serait pas là. Et je vous rappelle que dans cette émission, nous diffuserons de larges extraits du témoignage des acquittés devant la commission parlementaire. Voici en tout cas ceux qui ont accepté de venir en parler en direct avec nous et donc avec vous. Patrick Maisonneuve est l'avocat de Fabrice Burgot. Vous serez ce soir la voix de celui que l'on n'entend pas ou peu et dont on attend toujours les explications. Jean-Louis Pelletier est lui aussi avocat. Il défendait le père Dominique Viel, libre aujourd'hui après avoir été condamné en première instance à 7 ans d'emprisonnement pour viol sur 3 enfants. Lionel Gougelot, vous avez suivi les 2 procès pour Europe 1. On accuse les médias d'en avoir trop fait, trop vite, trop dit. Vous nous direz, vous, ce que vous en pensez. André Casse, vous avez vous-même été pris dans le piège d'une justice défaillante, accusé du meurtre de votre femme. Vous avez fait 3 ans de détention avant de bénéficier d'un non-lieu. Dominique Barella préside l'Union syndicale des magistrats, syndicat majoritaire dans votre profession, qui sur ce dossier n'a jamais défendu des positions corporatistes. André Valigny, député socialiste de l'Isère, spécialiste des questions de justice au PS et surtout président de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau. Michel Lejoyeux, vous êtes psychiatre, nous reviendrons avec vous sur le traumatisme des acquittés et de leurs familles. Nous vous demanderons aussi de nous expliquer ce qui se passe dans la tête d'un juge, un homme à qui la société a confié la tâche de juger d'autres hommes. Enfin, Dominique Volton, sociologue en communication politique, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des médias, qui ont joué un rôle évidemment crucial à chaque étape de cette affaire. Tous les observateurs l'ont dit, ils ont surtout exprimé à quel point ils avaient été marqués par les témoignages devant la commission. André Valigny, après cette première journée de témoignages justement, celle des acquittés, comment vous êtes-vous retrouvé et qu'avez-vous, vous, ressenti à titre personnel? J'ai ressenti comme tout le monde beaucoup d'émotions. J'ai été choqué, bouleversé parfois par ce qu'on entendait, par cette souffrance exprimée de façon très digne en plus par les acquittés d'Outreau. Ça, c'est évidemment le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai été frappé par les propositions de réforme de la procédure pénale que les acquittés formulaient eux-mêmes. Je veux dire par là qu'ils ont réussi à dépasser leur souffrance, terrible, pour essayer d'en tirer des leçons et nous proposer à nous, les députés, des réformes pour améliorer le système judiciaire. Alors, on y reviendra bien entendu dans cette émission, mais est-ce que vous vous attendiez à une telle charge émotive ? Non, je ne m'y attendais pas. J'avais lu beaucoup de choses sur l'affaire d'Outreau, comme tout le monde. J'avais évidemment regardé le dossier, j'avais étudié les cas un par un. Mais lorsque la souffrance est exprimée en direct, face à vous, à quelques mètres, j'avais en face de moi des hommes et des femmes qui avaient souffert dans leur chair. Et je le répète, ils ont exprimé cette souffrance avec beaucoup de dignité. Et nous avons été tous, mes collègues et moi-même, frappés par ce moment très fort que nous avons vécu à l'Assemblée nationale. Ce qui, je me permets de le dire tout de suite, permet aussi de montrer aux Français que l'Assemblée nationale, le Parlement, peut faire du travail utile. Parfois, on se demande à quoi servent les députés. Là, on part d'une souffrance humaine, de la réalité vécue par les gens, pour essayer d'en tirer des réformes. Et nous allons rendre tout de suite la parole aux acquittés. C'est le but de cette émission ce soir en direct, je vous le rappelle. Leur critique se concentre sur la façon dont Fabrice Burgot a instruit cette affaire et plus largement sur la toute-puissance du juge d'instruction. Écoutez-les, leurs accusations sont tout à fait précises. Moi, je sais depuis 2001 que c'est une affaire voulue. Voulue. Ça est une affaire voulue par le juge Burgot. Parce qu'il n'a pas fait son travail. Il n'a pas été là à la recherche. Pour moi, mesdames et messieurs, une erreur judiciaire, ça peut arriver, bien sûr. Un magistrat, c'est un homme. Il n'est pas infaillible. Il peut se tromper. Mais M. Burgot ne s'est pas trompé dans cette affaire. Il a écouté Myriam Badawi, point, barre, c'est tout. Voilà.
J'apprends à Saint-Omer que Myriam Badawi nous a reconnus sur photo parce que le juge Burgot lui a indiqué que c'était nous. Il faudrait voir aussi les courriers que Myriam Badawi a adressés à Fabrice Burgot, où dedans elle dit bah, « Vous me promettez la liberté, je suis toujours en prison. Jusque quand il faut que je mente vous me faites dire des choses, mais c'est quand même quelque chose qui était fou. Moi, je crois que Myriam Badawi, au-delà de la monstruosité, a dû à certains moments fasciner ce jeune magistrat. Et Myriam Badawi, c'est certainement aussi à un certain moment être en train de vivre quelque part. On lui donnait de l'importance. Tout ce qu'elle disait était retenu par le juge. Elle citait des noms et on les mettait en prison. Bah, Aurélie Grenon, elle répète que Myriam Badawi vient de dire, forcément, elle est en tout entendu, donc c'est pas compliqué. Et puis après, c'est au tour de Monsieur Delplanque, qui répond pas au début, et puis à un moment, qui lève la tête, qui regarde le juge et qui lui dit non, elle a rien fait. Elle n'était pas là, elle a rien fait. Et là, Monsieur Burgot, qui s'énerve, qui s'emporte, on ne sait pas pourquoi, il se lève, il tape du poing sur le bureau, comme ça. Mais vous vous rendez compte, si vous mentez, vous allez vous prendre une peine d'emprisonnement encore plus lourde. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Même à moi, il m'a impressionné parce que le fait que David Delplanque dise non, elle a rien fait, ça l'a complètement mis hors de lui, quoi. Alors que, moi, je suis pas juge, j'ai pas fait d'études. Une personne comme ça qui accuse et qui revient sur ses accusations, vous y allez gentiment. Bon, bah alors expliquez-moi pourquoi vous. Je veux dire, c'est comme ça qu'il aurait dû procéder. Alors là, il s'est énervé, il s'est levé, il a tapé du poing sur le bureau. Vous avez les deux autres qui étaient à côté, qui se sont levés, qui se sont mis à crier sur David Delplanque, espèce de menteur. Alors lui, il était au milieu de tout le monde. Et à un moment, il a regardé le juge, il a dit ah bah si, elle était là en fait. Normalement, un greffe est censé marquer tout ce qui se dit dans le bureau. Là, vous aviez un greffe qui était là, qui attendait, et puis qui regardait M. Burgot. Puis quand M. Burgot lui disait bah, vous notez ça. Et puis le greffier marquait ce que M. Burgot lui disait. Il ne marquait pas ce qui était dit entièrement dans les conversations, il ne notait que ce que M. Burgot lui demandait de noter. Donc voilà, je me suis retrouvée là avec cette confrontation où je me suis dit mais il veut ma peau. Ce juge, je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il veut ma peau, quoi. Il fallait à tout près que j'ai dit que j'avais fait des choses que j'ai pas fait. Il m'a dit, même en sortant du bureau, il dit vous avez intérêt de parler, il dit parce que c'est 20 ans. C'est 20 ans. 20 ans de condamnation. Ouais. Il faut vous parler parce qu'il dit pour vous c'est 20 ans. Alors qu'on n'a rien fait puis qu'on entend ça. Il fallait pas être juriste pour la lecture du dossier, voir que ce dossier ne tenait sur rien. Il fallait un peu de bon sens. Et je crois que si Fabrice Burgot avait eu un soupçon de bon sens, on n'en serait pas là. Quand je suis arrivé devant le juge Burgot, j'ai eu l'impression de tomber devant le bon Dieu, quoi. C'était tout le monde se taisait et il était le bon Dieu. J'ai ressenti ça comme ça. Il avait le droit de vie ou de mort sur moi. Je n'étais plus rien devant lui. Et à la fin, au bout de 2 ans et demi en prison, je me disais mais c'est pas possible. Il est en train de faire un coupable de moi. J'avais ce sentiment que j'allais pas pouvoir m'en sortir parce qu'il était en train de monter de toutes pièces une affaire et de faire de moi un coupable. Et tout le monde est à sa botte apparemment. C'est quand même incroyable qu'une seule personne puisse avoir autant de pouvoir. Que ce soit la police, la gendarmerie, tout ça. Lorsqu'on arrivait devant monsieur le juge, c'était pas le garde à vous, mais presque. C'est incroyable. Alors, des excuses du juge, j'en veux pas. Moi, je voudrais bien qu'il regarde le matin quand il va se lever. Parce que moi, j'ai pas de mort sur ma conscience. Le 14e, c'est pas moi qui l'ai fait mourir. C'est lui qui l'a fait mourir. Moi, ce que je demande, c'est que ces gens-là, comme c'est des dangers pour la justice, faut plus les mettre dans un tribunal. Alors, on va évidemment préciser que parole d'acquitté n'est pas parole d'évangile, mais on se doit de les écouter avec respect. Patrick Maisonneuve, vous êtes l'avocat du juge Burgot. Son refus de s'excuser a beaucoup surpris. Est-ce qu'il va maintenir ce refus ? Écoutez, je crois qu'il a dit très clairement qu'il comprenait la douleur et la souffrance de ceux qui se sont notamment exprimés devant cette commission d'enquête parlementaire. Il a dit aussi que ce serait d'une certaine facilité de présenter des excuses, mais qu'en ce qui le concerne, il souhaitait pouvoir s'expliquer point par point sur les accusations qui sont portées contre lui, qui sont portées d'ailleurs dans le cadre de ces débats. Il y a actuellement une enquête de l'Inspection générale des services. Il sera entendu le 8 février par la commission d'enquête parlementaire. Il est en désaccord avec ce qui se dit
Et il a le droit d'être en désaccord. Il a le droit de se défendre. Il a le droit de présenter ses explications, que ce soit devant une commission d'enquête parlementaire ou devant le Conseil supérieur de la magistrature. On a l'impression qu'il se défendre. Mais bien sûr, on a l'impression qu'il organise sa défense comme il a instruit son dossier. C'est-à-dire ? On va dire peut-être en manquant un peu de souplesse. Écoutez, il est actuellement totalement accablé. Désigné comme l'ennemi public numéro 1, je dirais qu'il est plus désigné qu'un tueur en série actuellement. Il est complètement accablé. Qu'il veuille se défendre pour lui et pour ses proches me paraît pas quelque chose d'illégitime. Si effectivement il est nécessaire que M. Burgot accepte toutes les accusations, présente des excuses, et comme certains d'ailleurs parlementaires ont commencé à l'annoncer, qu'il présente immédiatement sa démission, il a le droit de ne pas être d'accord avec cela. Il a le droit de refuser effectivement ces accusations. Vous êtes en accord? Qu'on l'entende au moins, le juge Burgot. Qu'on l'entende. On aimerait l'entendre. Et je crois que la première chose que souhaitait entendre... Non, mais c'est extraordinaire ce que vous dites. Devant les instances qui sont compétentes pour cela, il y a une commission d'enquête parlementaire. Je vous rappellerai quand même que devant la commission d'enquête parlementaire, nous avons été les premiers à demander à ce que son audition soit publique, alors que les auditions devaient être secrètes. On a demandé à ce qu'elles soient publiques, afin effectivement qu'il y ait une totale transparence, parce qu'il souhaitait pas seulement s'expliquer devant les parlementaires ou devant les élus, mais faire en sorte que l'ensemble des citoyens puissent écouter ces explications. Comprend-il que pour arriver à se reconstruire, les acquittés ont besoin qu'ils reconnaissent ses erreurs? Non, mais que l'on reconnaisse des erreurs d'appréciation, que dans le cadre d'un débat et d'un débat contradictoire, on puisse dire là, effectivement, j'ai pu avoir une mauvaise appréciation des choses. C'est-à-dire il existe plusieurs degrés de juridiction dans ce pays, c'est bien pour cela. Ce qui ne l'accepte pas aujourd'hui, encore une fois, c'est son droit, c'est de dire j'ai commis des fautes professionnelles graves et répétées qui ont entraîné cette situation. Avec cela, il n'est pas d'accord et il entend bien, lorsqu'il sera entendu, être écouté sur les différentes accusations qui sont portées contre lui. Lorsque l'on dit 3 ans d'instruction, 20 ans de prison, M. Burgot dit « je n'ai jamais dit cela ». Je n'ai jamais dit cela. Et que je sache, lorsque l'on évoque des auditions et des propos qui auraient été tenus et des propos non retranscrits par le magistrat instructeur, il y a des avocats. Il y a des avocats qui étaient présents pendant ces auditions. Je pense que ces avocats n'auraient pas manqué de protester ou de se manifester d'une façon ou d'une autre. Vous leur dites qu'ils n'ont pas fait leur boulot ? Écoutez, si effectivement il y a des propos qui sont tenus par un magistrat instructeur et que ces propos ne sont pas mentionnés ou il n'y aurait pas une protestation de la défense à ce moment-là, effectivement, l'avocat a la possibilité d'écrire, de protester, de se manifester, bien sûr. Ça revient à dire que ce que Karine Duchossois vient de dire devant nos députés c'est pas moi qui vais arbitrer sur est un mensonge, ce n'est pas ou qu'elle a inventé ce genre de choses. Ce n'est pas moi qui vais arbitrer qui dit la vérité, qui dit un mensonge. J'estime simplement que, en ce qui concerne la personne qui est largement accusée aujourd'hui et totalement accablée, voire pratiquement lynchée, je pense que aussi on peut entendre ces explications. Patrick Maisonneuve, non mais personne ne le conteste. Encore 2-3 questions à partir des témoignages des acquittés qui, eux, lancent des accusations très précises. Alain Maréco déclare que Fabrice Burgot était sous l'emprise de Myriam Badawi. Oui, c'est ce qu'il déclare. C'est quand même quelque chose de relativement subjectif. Bon, M. Burgot, je suppose que si on lui pose la question, il dira je n'étais pas sous l'emprise d'une personne mise en examen, que ce soit Mme Badawi ou quelqu'un d'autre. Mais enfin, effectivement, lorsque l'on dit il était sous l'emprise de, c'est quelque chose qui... Lorsqu'elle déclare « J'étais sorti du néant, c'est la première fois qu'on me prenait en considération », M. Burgot ajoutait « Si vous ne croyez pas ce que vous dites, ce que disent vos enfants, vous êtes une mère indigne. J'ai dit un non, mais je me suis d'abord trompé. Le juge m'a corrigé. Non, c'est Maréco. » Ce qui veut dire faire le texte de Mme Badawi. Mme Badawi n'a pas toujours dit la même chose. Elle a changé effectivement de déclaration, et notamment devant les cours d'assises. Oui, c'est vrai que Mme Badawi n'a pas toujours dit la même chose. C'est un fait. Mais de là à dire que ce magistrat aurait été sous l'influence, sous la coupe ou instrumentalisé par Mme Badawi, eh bien, je trouve que l'on va un peu vite en besogne. Je vous pose une nouvelle fois la question. Quand Karine Duchossois explique que le greffier écrit sous la dictée du juge, est-ce que c'est comme ça qu'on remplit honnêtement sa mission? Je rappelle que c'est ce que M. Burgot vient de déclarer à nos confrères de l'Express. J'ai rempli honnêtement ma mission. Le fait que le greffier
enregistre le procès-verbal sous la dictée du juge, c'est l'application du Code de procédure pénale. Donc là-dessus, je veux bien qu'on lui prête tous les griefs possibles et inimaginables, mais lorsqu'il y a une application stricte du Code de procédure pénale, je ne vois pas comment cela pourrait se transformer en reproche. La dictée... Le greffier enregistre sous la dictée du juge, Jean-Louis Pelletier le sait très bien, c'est une application du Code. Jean-Louis Pelletier, vous avez assisté à ces procès-verbaux? Non, moi je ne suis intervenu qu'un appel, mais je ne suis pas la caution de M. Burgot, hein, pas du tout. Donc que Patrick Maisonneuve... Vous avez discuté avec vos confrères au minimum? Oui, je sais exactement ce qui s'est passé, puis j'ai aussi discuté avec mon client quand même, Dominique Viel, qui, alors qu'il essayait de prendre la parole, comme on ne la lui laissait pas, n'a rien trouvé de mieux que de chanter la Marseillaise pendant toute une partie de l'instruction, n'est-ce pas? Donc ça n'a pas été acté au procès-verbal, mais c'est une évidence. Vous avez croisé des centaines de juges d'instruction dans votre carrière. Ah oui. Alors on va dire les choses sans détour. Fabrice Burgot est-il plus incompétent qu'un autre? Je ne pense pas qu'il soit incompétent, mais je pense d'abord que c'est un psychorigide qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'a absolument aucun recul sur la situation, qui ne se rend pas compte que peut-être la moindre honnêteté, je pèse mes mots, serait finalement de faire un retour en arrière et pourquoi pas de se regarder dans la glace. Moi, cette attitude actuelle m'exaspère. Parce que nous, lorsque nous commettons des fautes, nous pouvons être sanctionnés. Lui, apparemment, se croit au-dessus des lois et on va attendre de voir ce qui va se passer. Malgré et avec l'appui de Patrick Maisonneuve. Je ne vais pas laisser passer le fait que l'on puisse dire qu'il se croit au-dessus des lois. S'il se croyait au-dessus des lois, il n'accepterait pas de venir effectivement répondre, que ce soit devant une commission d'enquête parlementaire parce que c'est la loi et c'est une obligation. Il se soumet bien évidemment à cette obligation. Lorsqu'il est convoqué par l'inspection générale des services, il répond à l'inspection générale des services. Et lorsqu'il sera probablement, parce que c'est déjà annoncé, de toute façon, la comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature, il répondra devant le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne se croit pas au-dessus des lois. Enfin, vous avez suffisamment ferraillé contre les juges d'instruction, avec la vigueur que l'on sait, pour vous rendre compte quand même que l'attitude de ce magistrat, telle qu'elle ressort du dossier, est inconcevable. Il n'y a pas eu une confrontation qui ait été faite face à face. À chaque fois, c'était des confrontations organisées dans lesquelles, bien sûr, Myriam Badaoui tenait la vedette et il a été impossible à Dominique Viel de pouvoir être confronté avec quelqu'un qui l'accusait directement. Alors, si vous trouvez que c'est une institution démocratique et que les choses ont fonctionné normalement... Justement, attendez, je voudrais juste une première question. Je suis assez étonné par les débuts du débat. Une première question. C'est pas l'objet de la commission d'enquête. La commission d'enquête, on a eu des personnes mais attendez, qui ont eu des trucs terribles. C'est l'objet de notre émission, de savoir ce qui se passe à partir du travail qui est fait dans cette commission d'enquête et qui vient de marquer tous les Français. Tout à fait d'accord. Et en effet, comme le rappelle Patrick Maisonneuve, il sera très important d'entendre ce juge, qu'il puisse expliquer, qu'il soit défendu. Alors, je vous pose une première question. Est-ce que ce que vous avez entendu, notamment dans ces témoignages, relève à vos yeux de la simple erreur, comme tout le monde en fait, ou de la faute professionnelle, Dominique Barella? Vous êtes président de l'Union syndicale des magistrats. Moi, j'ai été, comme le président Valigny, absolument choqué par tout ce qui a été dit. Je crois que tous les Français se sont dit c'est inimaginable, c'est inacceptable. Et je crois que le rôle de la commission, c'est de faire en sorte que plus jamais, le moins possible, on voit ce type d'erreur se reproduire. Ensuite, est-ce que l'instruction a été bien menée? Je crois qu'il y a en France, de temps en temps, pour tous les juges, des mauvais fonctionnements. Moi-même, j'ai dû mal fonctionner, aussi bien quand j'étais au parquet que quand je me suis retrouvé à d'autres moments dans des fonctions du siège. J'ai dû mal fonctionner. C'est pour cela qu'il est particulièrement important, notamment en matière de détention provisoire, que nous ayons des garanties. C'est pour ça qu'il est très important qu'il y ait des avocats, et on l'a vu en attendant Maître Maisonneuve et Maître Pelletier. Tout le monde a le droit à un avocat. Il faut renforcer les droits de la défense. Excusez-moi, personne. On est tous d'accord avec ce que vous êtes en train de nous dire. S'il y a de mauvais fonctionnement, est-ce qu'il y a de mauvais juges? S'il y a de mauvais fonctionnement, est-ce qu'il y a de mauvais juges? Et est-ce qu'une société peut être à même de le dire de temps à autre et de l'avérer? Il y a de mauvais juges, de mauvais avocats, de mauvais journalistes, de mauvais profs. Mais je dirais presque heureusement, car c'est une justice humaine, sinon les juges seraient des monstres mécaniques, alors on n'aurait plus besoin de juges, on aurait besoin d'ordinateurs. Je crois que c'est un métier extrêmement difficile. Moi, je vais vous dire, c'est exactement ce qu'on lui reproche, en gros, de s'être conduit comme un ordinateur. La première fois, quand j'avais 28 ans, je me suis retrouvé comme ça dans une affaire difficile. Qu'est-ce que j'ai vu? On me présentait quelqu'un qui était censé, je dis bien censé, avoir tué une autre personne. La première fois, je me suis dit, mince, je me trouve en face de quelqu'un qui est peut-être un monstre, qui a tué quelqu'un d'autre. Il m'a fallu quand même pas mal de temps pour me dire, ah mais non,
peut-être pas tout compte fait, mais quand vous avez police qui arrête quelqu'un, que vous avez des expertises, vous allez être en face de quelqu'un, c'est un métier dur, le métier de juge. Vous avez eu une réaction normale en 2 temps, j'allais vous dire, comme toute personne normalement Je ne savais constituée. même pas si je devais serrer la main. Je vais vous dire, je ne savais même pas si je devais serrer la main à cette personne. Ce qui vous prouve bien que c'est un métier difficile, qu'on n'attende pas du juge d'être quelqu'un de parfait. C'est bien pour ça que nous avons besoin de procédures et de garanties. C'est très important dans une société. André Valigny, dans quel état d'esprit allez-vous auditionner le juge? Dans un état d'esprit empreint d'impartialité, d'objectivité. Le juge Burgot ne vient pas comparaître devant nous. Nous ne sommes pas un tribunal. Nous ne sommes pas non plus une instance disciplinaire. Nous ne sommes pas là pour sanctionner le juge Burgot. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature pour ça. Nous voulons savoir comment il a travaillé. Nous voulons l'interroger sur ce que nous ont dit les acquittés, sur ces fameux interrogatoires, sur ces confrontations, sur sa façon de mener l'instruction. Nous allons lui demander de nous expliquer pourquoi il a travaillé comme ça, et puis nous allons essayer de comprendre si, au-delà du juge Burgot, il y a des réformes à faire en matière d'instruction. On parle beaucoup du juge d'instruction, faut-il le supprimer, faut-il changer la fonction du juge, faut-il en faire un juge de l'instruction? Donc à partir du cas pratique du juge Burgot, si j'ose dire, à partir de sa pratique professionnelle, à partir de ce qu'il a fait, de ce qu'il a mal fait, disent certains dans l'affaire d'Outreau, on va essayer de savoir les réformes que l'on peut apporter à l'instruction. Mais je le répète, le juge Burgot va venir devant nous s'expliquer, il a le droit de s'expliquer, et nous essaierons de faire preuve de la plus grande objectivité. Ce sera le 8 février. Oui. Il y aura la captation télévisée. Oui. En présence des acquittés. Les acquittés nous ont demandé de pouvoir assister à cette audition. Nous leur avons dit oui, à la condition bien sûr, et ils ont pris l'engagement de respecter le silence. Il faut que On vous cela reproche d'avoir accepté trop vite leur demande. Leur demande était forte. Sur le plan humain, elle se comprend, mais je leur fais confiance. Je pense que les choses se passeront bien. Je me porte garant de la sérénité des débats et je veillerai à ce qu'il en soit ainsi. On vous sent un peu hésitant dans votre réponse. Est-ce que ça veut dire que dans votre, on pourrait dire, Moi, même dans votre tête, un député a le droit de l'avouer, voilà, c'est pas réglé cette histoire, ou vous dites... Nous avons dit oui aux acquittés, on ne va pas revenir sur ce qu'on leur a dit. Je pense que je les reverrai un peu avant. Moi, je souhaite que cette audition se passe bien. Il ne s'agit pas de lyncher qui que ce soit. Tout le monde doit faire preuve de dignité et je fais confiance aux acquittés pour cela. À condition que moi, M. Valigny préside cette commission, effectivement, de façon tout à fait équilibrée. Et il a d'ailleurs déclaré qu'il ne s'agirait pas d'un lynchage. Mais j'ai entendu aussi autre chose. J'ai entendu le rapporteur de cette commission, M. Houillon, appeler d'ores et déjà à la démission dans l'heure de M. Burgot. Donc avant même de l'avoir entendu, on demande déjà ça. Il a déjà demandé sa démission. J'ai entendu également l'organisation de confrontation. Donc on a quand même déjà, enfin certains en tous les cas, dans les couloirs de cette commission, en dehors de la commission, ont déjà appelé à la condamnation de M. Burgot. Ils peuvent avoir des avis qu'ils n'exprimeront pas devant lui, et dans des circonstances solennelles. Un mot rapide. Un mot là-dessus. Moi, d'abord, je trouve curieux qu'on mette en cause le rapporteur qui n'est pas là. Et je n'ai pas entendu M. Houillon demander la démission de M. Burgot. Je n'ai jamais entendu M. Houillon dire ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les confrontations. Il est évident que les confrontations entre le juge Burgot et les acquittés me paraissent totalement exclues. En revanche, regardons ce qui s'est passé en Belgique. Il y a eu des confrontations lors de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Dutroux entre plusieurs protagonistes de la chaîne pénale. On peut envisager des confrontations de ce type-là. Si vous voulez confronter M. Burgot avec les autres magistrats qui sont intervenus, il n'y a aucune difficulté. Attendez, je voudrais juste qu'on ne rentre pas dans cette querelle, on va voir comment ça se passe. Une seconde, s'il vous plaît. Je vais relire la déclaration de M. Houillon que j'ai sous les yeux, parue dans la presse, tout à fait, Monsieur le Président, tout à fait officiel. Est-ce qu'on peut éviter un procès politique ce soir? C'est pas un procès dommage politique. de rentrer je crois là-dedans. que c'est très important. Il y a un président qui préside. On a invité le président, je crois qu'il est clair. Oui, mais alors faites la citation et on passe à autre chose. Le président, le juge Burgot devrait démissionner dans l'heure. C'est ce qu'a dit M. Houillon. D'une certaine façon, on serait tenté de vous dire on s'en fout, parce que ça ne change rien. Non, attendez. M. Houillon a démenti ses propos. J'ai une question. M. Houillon a démenti ses propos. Alors voilà, vous venez très bien. Non. Jean-Louis Pelletier, s'il vous plaît. Il a le droit de le dire, c'est un problème. Pierre Martel, un des acquittés, dit dans les extraits qu'on a choisis, c'était le bon Dieu. Il parle du juge d'instruction. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Ça veut dire que cet homme était tout puissant,
que rien ne pouvait aller contre sa volonté. Voilà, c'est évident, ça. Pendant je ne sais combien de mois, il a été le petit chef qui a tout régenté, qui a tout ordonné, et à qui tout le monde a été obligé d'obéir. Et c'est par lui que tout le monde est resté en prison, pour après 30 mois de souffrance, être purement et simplement acquitté. Lionel Gougelot, à quel moment avez-vous commencé à avoir des doutes sur cette instruction, en tant que journaliste dans votre pratique quotidienne? Je voulais simplement d'abord vous préciser, vous indiquer, vous rappeler que le juge Burgot s'est déjà publiquement exprimé sur la façon dont il a travaillé dans ce dossier. Devant la cour d'assises. C'était devant la cour d'assises de Saint-Omer. Il est venu déposer à la barre, publiquement. Il y a des comptes rendus de presse de l'époque qu'on pourrait utilement relire. Et il est intervenu à un moment du procès de Saint-Omer où une grande partie du dossier s'était déjà, disons-le, effondrée. Fissuré. Notamment, ou en tout cas très, très sérieusement fissurée, notamment après les fameuses rétractations de Myriam Badaoui. Donc il était venu s'expliquer sur la façon dont il avait travaillé. Encore une fois, on pourrait peut-être utilement lire les comptes rendus de presse de cette déposition pour avoir peut-être une idée justement de ce qu'il va venir expliquer devant la commission. En gros, il disait quoi? On n'imagine pas qu'il va fondamentalement changer de position. En gros, que disait-il? Il disait qu'il avait appliqué une technique juridique à un dossier donné, qu'il avait travaillé avec une feuille de papier blanc divisée en 2 colonnes. Sur une colonne, il y avait, disons, les accusations, les éléments à charge, et sur l'autre colonne, les éléments à décharge. Et il faisait en quelque sorte à chaque interrogatoire ou à chaque confrontation une espèce de bilan finalement de cette colonne des pour et des contre pour finalement se forger une conviction sur les charges qui pouvaient être retenues contre les différents accusés. Ça, c'est la technique judiciaire. J'ai lu récemment qu'il avait, comment dirais-je, nié s'être représenté comme un technicien du droit. C'est quand même très franchement l'impression que l'on a eue lorsqu'il a contesté avoir utilisé le mot. Oui, mais voilà, il a utilisé le terme de technique juridique, si vous voulez. De technique juridique, alors c'est peut-être un raccourci journalistique, mais bon, en tout cas, c'est quand même l'impression qui, et je ne suis pas le seul à l'avoir eu, en 2 mots, ce qui est ressorti de cette déposition du juge Burgot devant la cour d'assises de Saint-Omer, c'est, et on en a aussi beaucoup parlé à propos des dépositions devant la commission d'enquête, c'est, pardonnez-moi la crudité du terme, mais c'est le manque d'humanité, quoi, tout simplement. Quand des questions lui ont été posées sur l'aspect humain, sur le drame que vivaient ces gens, sur la concordance qu'il pouvait y avoir entre telle ou telle personnalité et les horreurs qu'on pouvait leur attribuer, on n'a pas senti qu'il y avait cette espèce de doute, finalement, effectivement humain, qu'un juge d'instruction devrait, logiquement et tout à fait normalement avoir dans le contact qu'il a avec les personnes qui comparaissent devant lui. Voilà l'un des principaux reproches qui lui a été fait à ce moment-là. Michel Lejoyeux, c'est forcément le moment de vous demander ce qu'on peut imaginer de ce qui se passe dans la tête d'un homme qui juge un homme ou une femme d'ailleurs. Voilà, comment on affronte ce type de responsabilité? Alors, bien évidemment, il n'est pas question, il n'est pas dans mon propos de Je parler rappelle que vous êtes psychiatre, mais que vous n'êtes pas expert, évidemment, commis dans ce dossier. Évidemment, vous venez nous donner un éclairage ce soir. Rencontrer aucun des protagonistes. Je crois que de toute façon, quand on juge, on est toujours pris entre 2 angoisses. Hein. Une angoisse qui est celle de condamner à tort et une angoisse qui est celle qui est l'angoisse inverse. Mais je crois aussi que cette affaire dont on perçoit tout le caractère dramatique s'inscrit aussi dans une grande angoisse collective. On parle de dossiers donnés, on oublie peut-être que le contexte est celui, quelque chose qui terrorise absolument tout le monde, qui est la question de la pédophilie. Et que quand on est face à quelque chose qui fait peur à tout le monde, qui est une espèce de consensus de la névrose, hein, pardon de le dire comme ça, vraiment de point commun, et bien peut-être qu'à ce moment-là, on peut perdre une certaine clairvoyance. Je dirais comme chacun de nous peut la perdre un peu quand il est question de ce type de sujet. Je ne vous ai pas posé une question sur le dossier qu'il instruisait, qui était celui de la pédophilie, et qui en effet, pétrifie et angoisse notre société, et c'est sans doute normal. Ma question c'est, pour un homme qui doit aller en juger un autre, qu'est-ce qu'on peut dire de cette charge qui pèse sur ses épaules, sur sa conscience et sur sa lucidité finalement? Comme je dis, je crois que c'est vraiment être pris entre l'angoisse de faire mal dans un sens et l'angoisse de faire mal dans l'autre, et puis une espèce de nécessité de refuser d'entendre une des 2 paroles. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir entendu une parole. Mais il me semble que dans tout processus de décision,
dans tout processus de choix, on a des arguments qui s'opposent d'un côté et de l'autre, et qu'on va à un moment décider qu'une des paroles, qu'une des décisions est juste et que l'autre est fausse. Vous nous dites c'est impossible à faire, comme on n'est pas totalement idiot, on s'en rend compte, et du coup il y a un moment où on se ferme à une partie de l'écoute, parce qu'il va bien falloir juger. C'est ce que je comprends de vos propos. Absolument. Dans l'exercice de la médecine, vous savez, dans l'exercice de la psychiatrie, on est régulièrement confronté à des questions où il faut savoir si on laisse sortir un patient qui demande à sortir ou si on le maintient à l'hôpital quelquefois contre son gré. Et on va à ce moment-là ne pas entendre sa parole parce qu'on a le sentiment qu'il ne faut pas l'entendre pour être, je dirais, dans l'intérêt soit de la société, soit du patient. Donc on peut imaginer comment ces processus de décision font qu'à un moment, on décide de ne pas entendre une parole. Peut-on être perturbé par cette tâche ? Je crois qu'on peut, j'allais presque dire, enfin je parle devant les professionnels et en toute naïveté, j'allais presque me demander comment on ne peut pas être pétrifié d'angoisse par cette tâche, et là encore dans un dossier qui collectivement pétrifie la société. Bien sûr qu'on est Excusez-moi, personne ne les force à être juge, ceux qui choisissent ce métier. Pourquoi est-on juge? C'est une vraie question. Peut-être que là on retombe sur les bases, comment dire, peut-être un peu secrètes de la vocation, de notre masochisme. Et j'ajoute qu'il en faut et qu'on en veut, des juges. Voilà, donc. C'est aussi pétrifiant, je veux dire, de venir parler à la télévision, mais on vient quand même parce qu'on a peut-être un besoin aussi à un moment d'affronter quelque chose et d'affronter des choses qui nous font peur et des situations qui nous apparaissent. Pourquoi est-on juge, mais surtout ce qui est important, je crois, dans cette affaire, c'est comment est-on juge. Dominique Voleton, c'est normal qu'on se pose toutes ces questions et qu'on débatte finalement, même aussi ce soir, de la situation du juge Burgot. Oui, c'est normal. C'est même, si je puis dire, un grand progrès. Moi, je dois dire 3 choses très courtes. La première, c'est qu'il ne faut quand même pas inverser la situation. Il y a quand même eu 6 acquittés. Le garde des Sceaux s'est excusé. Le président de la République s'est excusé. C'est une première. Il y a une commission d'enquête parlementaire. Je trouve que c'est un grand progrès. Et on ne peut pas dire d'un seul coup il faut plaindre le juge. Le juge, il ne faut pas exagérer. Dans le système français, il a un pouvoir considérable. Et donc, par conséquent, que le juge soit un être humain et qu'on lui accorde les mêmes bénéfices, c'est vrai. Mais s'il lui avait passé entre 2 à 3 ans en prison, si une personne était décédée en prison, s'il y avait un acquittement reconnu par le garde des Sceaux, ensuite par le président et par une commission d'enquête, je trouve que la moindre des choses, d'un point de vue humain, serait évidemment que l'homme soit capable de dire quelque chose. Et quand vous dites, monsieur, il attend de parler, mais je vous signale qu'il a donné une interview dans l'Express, c'est-à-dire qu'il a joué absolument le jeu de la communication. Il n'a pas répondu point par point. Vous permettez, on n'est pas dans un tribunal, on est dans une émission de télévision, et le problème, c'est pas le juge. D'accord. Et c'est pas le juge qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est qu'il y a dans la mémoire historique des milliers d'injustices. Et le peuple et la société le sait très bien. D'un seul coup, là, elle est encore tellement plus énorme que la société est obligée de reconnaître. Et moi, ça, je pense que c'est un immense progrès qu'on arrive à faire ça. Donc, par conséquent, il faut avoir un peu de distance et sortir du cas particulier, de dire pour une fois qu'on a reconnu... Même si on devient juste avec le juge Burgot, écoutez, le juge et je Burgot, vais vous le dire, on le saura forcément. Il aura toutes les occasions de s'exprimer, il le dira, il a des instances, il a les médias, il a ce qui s'est déjà effectivement passé aux assises. On verra ce qu'il dira quand il parlera en dehors de l'article, de l'interview qu'il a fait à l'Express. Mais ce que je veux dire, on ne peut pas commencer une situation comme ça en disant c'est lui qui est à plaindre. Ce qui sont à plaindre, c'est évidemment ceux qui ont souffert d'une part, ceux qui ont été acquittés ensuite, et là, celui qui est mort. La deuxième chose que je veux dire, c'est que oui, tout le monde fait des erreurs, un juge comme un autre. Et je pourrais ajouter un médecin, comme un policier, comme un militaire en cas de guerre, comme un scientifique quand il fait une erreur. Mais la différence essentielle entre un juge et nous, c'est que dans la société en général, la société française en particulier, il est un des hommes qui a le plus, le juge d'instruction s'entend, qui a le plus de pouvoir. C'est un des seuls pouvoirs qui n'a pas de contre-pouvoir. Un homme politique peut faire des erreurs, il est battu, il est élu. Et si vous voulez, cette situation bien particulière ne peut pas dire, ben oui, il y a des erreurs, on en fait tous. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'il faut arriver à un peu plus de modestie. Et la troisième chose qui, à mon avis, change la donne... Qui peut être juge? Accepteriez-vous d'être juge? C'est une question philosophiquement intéressante. Accepteriez-vous? Et ce que je veux dire, ce qui change en positif, là, parce que quand même on est dans la politique et dans l'histoire, c'est qu'il y a une commission parlementaire, c'est retransmis par les 2 chaînes d'information. Ça, c'est un immense progrès parce que les citoyens qui ont ce sentiment que depuis des siècles il y a d'injustice, là, ils voient. Et les paroles d'une force, d'une intelligence et d'une modération extraordinaire qui disent cela, je dis attention au monde judiciaire, comme attention au monde politique, ce qui se dit là d'intelligence politique, la société, les élites, les dirigeants ont intérêt à l'entendre. Parce qu'après, c'est la crise de confiance dans la démocratie. On va y revenir, je vous le promets. Dominique Barella, à quel âge devient-on juge d'instruction? On peut devenir juge d'instruction, je pense au plus tôt, à peu près vers 24 ans, 24-25 ans. Je pense qu'on a eu quelques cas, 24-25 ans. Ça vous paraît normal? Je dis ça avec tout le respect que je dois à votre profession, mais quand on voit non mais voilà la surface humaine qu'il va falloir pour affronter des dossiers pareils. Je vous réponds, Yves Calvi, je vous réponds. Bien sûr que c'est troublant. Alors première réponse, je pourrais vous dire, il
il y a des jeunes très ouverts et parfaitement humains, qui ont des grandes compétences. Vous avez des personnes qui ont mon âge et qui sont beaucoup plus fermées, qui communiquent très mal avec les autres ou qui sont très braques. Bon, tout est possible. Il n'en reste pas moins que dans le cas, par exemple, du juge Burgot, il s'est trouvé, c'est vrai, à 28 ans, face à un dossier aussi dur que le dossier d'Outreau, avec plus de 100 dossiers à suivre, avec le dossier de l'incendie du tunnel sous la Manche. C'est sans doute irresponsable de la part de notre société de laisser à un homme seul, aussi jeune, une telle charge. Et je rejoins totalement M. Volton. Il faut absolument, mais je crois que moi j'ai beaucoup d'espoir dans la commission d'enquête, il faut absolument qu'ils nous sortent de là, sinon c'est une crise de confiance démocratique gravissime qui va nous tomber sur le nez. Je ne dis pas nous, magistrats, c'est nous tous, toute la société. Donc ces jeunes, il faut se poser les problèmes de la codésignation des juges d'instruction. Vous avez Merci d'avoir répondu avec autant de franchise. Un juge d'instruction, par essence, on se dit qu'il est très calé en droit. Est-ce que c'est aussi un métier qui exige une solidité psychologique? Et on a envie de vous dire, est-ce qu'il y a des tests d'aptitude? Alors, est-ce qu'on vous y prépare à l'École nationale de la magistrature? Non. Il y a une époque, il y avait une formation, ce qu'on appelle la technique d'entretien pendant une semaine avec un duo psychologue-magistrat pour former. Ça a été malheureusement supprimé, c'est absolument étonnant. Des tests psychologiques au départ, non, il n'y en a pas. Je ne sais pas si on peut sélectionner les personnes pour une profession psychologiquement, mais ça, c'est pas mon domaine. Il faut voir le professionnel sur ce domaine. Ce qui est certain, c'est que c'est un métier qui ne laisse pas indifférent, qui est extrêmement difficile. À une époque, j'ai été juge aux affaires matrimoniales. Au bout de 3 ans d'exercice de juge aux affaires matrimoniales, j'avais une vue de la société du couple totalement catastrophique. Je commençais à être extrêmement touché personnellement. Je me suis dit, il fallait que je change de fonction. Je crois, moi je souhaite qu'on ne fasse pas toute sa carrière comme magistrat. Je souhaite qu'il y ait une respiration, qu'on permette plus facilement aux personnes de l'extérieur de devenir magistrats. Et je souhaite qu'on permette aux magistrats, je l'ai dit plusieurs fois à au moins 3 ou 4 gardes des Sceaux successifs, 3 ou 4 ministres de la Justice, faites en sorte que les juges puissent aller respirer dans une administration, au barreau, dans une entreprise. C'est une question de sécurité pour nos concitoyens, c'est une question de sécurité pour sécurité? Oui, bien sûr. Parce que moi, pour les Françaises et les Français. Je ne veux pas parler, je veux donner de leçons absolument à personne, mais les uns les autres, je crois, tous mes collègues se retrouveront dans ce que je dis. Moi, je me suis senti mal par moments dans ma fonction. Je me suis senti dans une presque incapacité à juger avec un recul suffisant parce que j'étais trop impliqué dans une affaire ou parce qu'une affaire faisait trop résonner des choses douloureuses en moi. Et je crois que c'est pareil pour tout être humain. Tous ceux qui ont été jurés aux assises ont dû ressentir cela. C'est extrêmement violent. On a quand même affaire à du viol, à des meurtres, à des séparations de couple très douloureuses qui vous projettent une extrême violence sur votre propre personne. Je ne vous parle pas des juges des tutelles. C'est quelque chose d'assez difficile. Donc à un moment, je pense que vous devez respirer, sinon vous finissez par être un juge qui n'a plus cette capacité de recul. Michel Lejoyeux, tout le monde a-t-il la force, on va dire, psychologique ou l'assise, même peut-être nerveuse, quand on écoute ce que vient de nous dire Dominique Barella, qui permet d'être un juge d'instruction et d'assumer cette tâche? Je crois qu'il serait bien difficile de le dire a priori. Il serait bien dangereux d'instituer la psychologie au rang d'une espèce de structure qui permettrait de trier et de catégoriser des individus. Ce qui est important, c'est ce que vous dites, M. Barella. Vous dites « je me suis senti mal ». Je crois que la capacité qu'on a à reconnaître ses émotions, la capacité qu'on a à douter, est finalement, j'allais dire, le grand indice de la santé mentale, de la souplesse. Et c'est probablement ça qu'il faudrait rechercher chez ces personnes qui sont en position de décision aussi grave. C'est d'être capable, 1, de ressentir des émotions, 2, de les exprimer, de considérer que le fait de les exprimer, d'exprimer sa souffrance, d'exprimer ses doutes, comme le font admirablement les acquittés, eh ben c'est un signe, ça fait pas rire, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe justement de force. Et c'est peut-être ça l'indice qui pourrait nous faire dire que quelqu'un mérite d'accéder à cette fonction qui est celle du juge. Donc si je comprends bien, Barella, lui, il peut le faire. Si j'utilise votre diagnostic. J'aurais confiance dans quelqu'un qui me dit qu'il se sent mal face à des situations difficiles. J'aurais peur de quelqu'un qui me dirait qu'il se sent mal. Alors, la modestie et l'humilité. Attendez, André Cazes, vous avez fait 3 ans de détention provisoire. On vous accusait du meurtre de votre épouse. Tout ça s'est terminé par un non-lieu. Comment ça s'est passé avec votre juge d'instruction, votre relation avec lui?
D'abord, ça fait 14 ans que ça dure et on vient de faire ouvrir l'instruction, c'est-à-dire qu'on espère maintenant, avec les tests ADN, arriver à ce que le vrai coupable soit enfin identifié, quel qu'il soit. Mon juge d'instruction, pendant 19 mois, n'a pas fait grand-chose dans le dossier, mais il était victime, lui, d'un policier contre lequel plainte a été portée pour sommation de témoin. Parce qu'il faut quand même se dire une chose, le juge d'instruction aujourd'hui, moi, j'aime pas beaucoup la notion curé, quand je parle de la curée après le Burgot. Je dirais, moi, personnellement, mon juge d'instruction, il a été victime d'un policier véreux, contre lequel on a porté plainte pour sommation de témoin, et de témoins de bonne moralité qui lui ont raconté n'importe quoi. Donc quand vous avez les témoins contre lesquels pour l'instant aucune sanction n'a été prise, malgré que j'ai porté plainte, le juge qui a des témoins qui racontent n'importe quoi, et qui a en même temps un policier en qui il a confiance, qui vient lui raconter n'importe quoi, il a déjà une Je suis désolé, ce obligation. que vous venez de dire, c'est pas lui la victime, la première c'est votre épouse, ensuite c'est vous et votre famille, non. Et ensuite vous nous décrivez un juge incompétent, parce que ça existe aussi. Oui, mais au bout de 19 mois, le mien a eu le courage de dire « je me suis trompé et je vous mets en liberté ». Et il m'a mis en liberté à la demande des parties civiles unanimes et la sienne. Mais moi, là où j'ai rencontré un cauchemar, c'est avec les juges du siège. Car je suis tombé sur une présidente de la chambre d'instruction à Rouen, unique, qui a infirmé la décision du juge et qui, contre l'avis du juge et des parties civiles, m'a remis en prison. En racontant n'importe quoi, un seul exemple, elle m'accusait 38 mois après d'avoir touché un héritage de ma femme, héritage qu'on a refusé. Donc pour moi, quand on parle de l'affaire du juge Burgot, il y a une chambre d'instruction à Douai qui aurait pu... Là, ils sont 3, les magistrats. Ils ont de l'expérience. Et c'est eux qui auraient dû stopper en disant à Burgot, toi, tu as 28 ans, allez, on va te calmer, nous, on a du recul. Ça n'a pas été fait. Comme à Rouen, on a une chambre d'instruction qui n'a pas fonctionné alors que le juge l'a fonctionné. À Douai, la chambre d'instruction n'a pas fonctionné. C'est là où il y a, pour moi, une véritable culpabilité. Et dernière chose, Monsieur Burgot a quand même changé, parce que j'en discutais avec Éric Dupond-Moretti, il a compris que c'était intéressant d'avoir un avocat. C'est pour ça qu'est présent Maître Maisonneuve, parce que Thierry Dosque, pendant un an, n'a pas eu d'avocat. Et ça n'a pas perturbé M. Burgot. Je dirais, et Rosine Godard, avec Éric Dupond-Moretti, ont attendu 6 mois d'avoir un dossier complet. Bon, mais encore une fois, c'est bien que Maître Maisonneuve soit là, parce que tout le monde a le droit à un avocat. Mais pour moi, la chasse au Burgot, c'est pas du tout ce qui me paraît essentiel. Il y a eu des gens plus compétents qui auraient dû le stopper. Je vous repose la question parce qu'on a commencé avec ça tout à l'heure. Pour que la chasse au Burgot s'arrête et qu'on retrouve un peu plus de sérénité dans tout cela. Même dans la relation que la société française, nous, avec ce juge, ça y est, elle existe. Est-ce qu'il ne serait pas simple de dire j'ai fait des erreurs, si ce n'est présenter des excuses? Non, mais attendez. Des choses aussi simples que ça. Qu'ils disent, c'est pas si simple que ça. Qu'ils écoutez, disent je tout vais être faire humain des peut erreurs faire des d'appréciation, erreurs, hein. il l'a Il faut les déjà dit. reconnaître. En ce qui concerne des fautes professionnelles caractérisées ou des erreurs caractérisées, il souhaite s'en expliquer, il souhaite répondre point par point sur ce qui lui est reproché. Et si la juridiction compétente, un jour, à savoir le Conseil supérieur de la magistrature, dit bien Monsieur Burgot, vous avez commis des fautes professionnelles caractérisées, il en tirera lui-même les conséquences. Mais il est en profond désaccord avec les accusations graves qui sont portées contre lui, parce qu'on ne lui dit pas vous avez mal apprécié les choses, on dit vous avez tenu des propos qui sont contraires à la loi, vous avez eu un comportement absolument inadmissible, vous êtes responsable de la mort d'une personne en détention, donc c'est des accusations gravissimes. Et par rapport à ces accusations gravissimes, il s'en défend et il continuera à s'en défendre. Alors Dominique Barella, vous avez déclaré il y a quelque temps que le plus grave dans cette histoire était sans doute les conditions de la détention provisoire. Justement, je vous propose de retourner devant la commission d'enquête. Ceux qu'on appelle désormais les acquittés d'Outreau parlent de leur garde à vue et des conditions de leur détention provisoire. J'avais des vertiges, j'étais pas bien du tout. J'ai demandé une chaise qu'on m'a refusée. Je me suis assise par terre. L'inspecteur m'a répondu, vous avez raison de vous asseoir par terre. Et encore par terre, c'est pas assez bas pour vous, vous n'êtes qu'une sale pédophile. J'ai arrivé là-bas, on m'a pris en photo, on m'a pris mes empreintes, on m'a mis dans une cellule, on m'a fait monter vers 11h du matin. Et puis ben là, on m'a dit pourquoi que on était venu me chercher, quoi. On m'a dit que j'étais un pédophile, j'avais violé des enfants. Puis on m'a remis dans la cellule, moi j'ai dit que c'était pas vrai, que je savais rien là-dessus, que de toute façon j'aurais jamais fait ça. On m'a fait descendre dans la cellule, j'ai dit si tu veux pas parler, t'as redescends en bas. Puis ils m'ont laissé une journée, j'ai remonté le lendemain. Ils ont même pas voulu que je mette mes baskets pour monter en haut, rien. Comme ça, comme un chien, quoi. On arrive en garde à vue
Et ils nous mettent dans les geôles avant d'être interrogés, quoi. Et il y a un gars, un policier qui surveillait les gardes à vue. Pas un policier de la SRPJ de Lille, mais un policier du commissariat du qu'on était à Calais. Et il vient vers moi, il ouvre la porte, et il vient vers moi, je crois qu'il va venir me parler. Et il vient vers moi, puis il m'a mis une grande gifle, quoi. Puis il a refermé la porte et il est parti. Et ça, je n'oublierai jamais, même je me rappellerai la carte de sa tête. Je suis injurié, je suis assis, menotté, accroché au sol. Je souffre également d'un problème de dos, j'ai 2 vertèbres qui se décollent pour écraser un disque. J'en fais part au policier qui m'interroge. J'ai même demandé le lendemain d'être vu par un médecin comme la loi m'y autorisait. La réponse du policier fut « Tu ne vas pas nous emmerder avec tes problèmes, tu veux des médicaments, t'en auras. » Et là, la première méthode policière, c'est la violence pour m'arracher des aveux. Deuxième méthode, puisque je ne plie pas, et là j'ai failli plier, c'était le deal. Le policier qui est devant moi me dit que les avocats ne servent à rien, que le meilleur avocat, c'est lui. Et qu'ici, je reconnais tous les faits. Ma femme, qui est enfermée, et mes enfants seront libérés dans l'instant qui suit. Et je vous prie de croire que lorsque vous avez devant vous un flic qui vous propose ça, quand tout d'un coup vous dites que vous êtes embarqué dans une histoire grotesque, qu'une machine s'est mise en route, que vous avez mis le doigt dedans, vous vous posez des questions et vous vous demandez si vous ne pouvez pas, là, sauver votre femme et vos enfants. Et puis le juge de liberté, il a dit, de toute façon, moi je vous incarcère. Ben, j'ai dit, attendez, là vous êtes en train d'incarcérer un innocent. Il m'a dit, vous êtes un innocent qui n'est pas prêt de sortir. J'ai dit, bon allez, c'est bon, je m'en vais. Je voulais plus les entendre, quoi. Je savais que mon compte était bon, quoi. Et puis bon, bah, après, j'ai parti 2 mois à Amiens. Et pour me faire souffrir encore plus, bah, on m'a envoyé à Fresnes pour m'éloigner de ma famille. Alors là, ben, j'ai pas vu énormément ma femme, hein, parce qu'elle n'avait pas de ressources. Pourtant, j'avais demandé à travailler là-bas, tout ça à Fresnes. J'ai écrit au juge pour pouvoir travailler, pour revenir en aide à ma femme, quoi. Ça a toujours été sans réponse. On va dire quelques semaines après, il y avait un surveillant nommé, je peux dire le nom, nommé Stéphane, qui travaillait aux ateliers, qui surveillait les détenus. Il m'a pointé du doigt, il m'a dit, vous voyez celui-là là-bas avec sa casquette grise, il a pointé, parce que c'est leur mot en prison, il a pointé 17 enfants, plus son fils. Et de là, ça a été la catastrophe. Le soir, ça a été les insultes à la fenêtre. Brenet, je peux parler comme je veux? Brenet, espèce de sale bâtard, mets-toi à la fenêtre. D'accord? Si tu sors ta gueule à la promenade, on va te faire la peau. Ça, c'est clair et net. On m'a traité de fils de pute. On m'a traité de mon père comme quoi il était mort depuis 14 ans, que s'il est en train de faire bouffer par les vers, c'est parce qu'il m'a pointé étant jeune. Il y avait un oxy au départ qui était dans le hall. Lui, il me crachait dans la nourriture. Bon, pendant un moment, je mangeais pas, mais bon, comme j'avais pas trop non plus qu'on appelle ça de mandat qu'on recevait, au bout d'un moment, j'étais bien obligé de retirer la bave et puis de bouffer le reste. Je suis désolé. Ça a été les insultes derrière la porte, ça tambourinait dans la porte, ça criait, ça insultait mon fils. On me disait quand tu vas ressortir dans 20 ans ou dans 30 ans, tu reverras ton fils, tu vas pouvoir l'enculer à nouveau. J'ai été tabassé, insulté, j'ai été jusqu'à brûler à l'eau de Javel dans les douches. Donc j'ai demandé à être transféré dans une autre division, quoi. Après j'ai resté 24 mois sans sortir. À part pour la douche et puis docteur, dentiste, ou tout ce qu'on peut avoir comme ailleurs, quoi. Jean-Louis Pelletier, on n'a pas entendu l'abbé Vielle dans cet extrait. Est-ce qu'il vous a parlé de ces 3 années de détention? Est-ce qu'il a été confronté aux mêmes horreurs, on va dire? Moins, il a eu des conditions de détention difficiles parce qu'il était seul, il était isolé, on l'avait lui placé à Fleury-Mérogis, donc des ennuis extraordinaires pour sa famille, pour venir le voir régulièrement. Il a eu une famille formidable, tous les frères et les sœurs se sont relayés. Mais non, c'est un homme qui est... Dans la prison, c'est pas sa famille, parce que... Non, mais je dis qu'ils sont relayés pour venir le voir. Perçu comme pédophile et prêtre, ça ne doit pas être la meilleure carte de visite pour arriver en prison. Il était relativement... Et puis c'est un homme, il a une volonté farouche, c'est extraordinaire d'ailleurs, c'est un homme qui ne plie pas, et il a tenu le choc, mais je crois qu'il en a profondément souffert, et puis... Il n'oublie jamais qu'il est prêtre aussi et il projette par rapport à la situation des autres, ceux qui sont moins forts que lui, qui ont moins tenu le coup. Et de ce côté-là, il a beaucoup de compassion pour les autres. Tout ce qu'on vient d'entendre sur la prison, et je rappelle qu'il s'agit de détention provisoire, il faut toujours le rappeler. En 2006 en France, ça ne paraît même pas concevable. Patrick Maisonneuve. Sur les conditions de détention, il y a eu depuis des années
des signaux d'alerte suffisamment précis, suffisamment forts. Il y a eu Madame Vasseur, ce médecin de la santé qui l'a dit. Il y a eu des commissions. J'ai même participé à une commission sur le contrôle extérieur. Eh bien, tous ces rapports sont restés lettres mortes. Et je veux dire que lorsque je regarde les débats, cette souffrance des acquittés, je suis quand même un peu étonné que certains parlementaires puissent être étonnés des conditions de détention dans ce pays, parce que ces conditions absolument scandaleuses sont connues, sont avérées depuis des années. La différence, c'est que cette fois-ci, ce n'est ni un avocat, ni un médecin-chef de prison qui vient leur expliquer. Ce sont des acquittés, j'allais vous dire des Français. Des victimes. Oui. Des victimes, comme tout le monde. Oui. Quelqu'un qui est accusé effectivement de violences sexuelles, eh bien, il y a tout un dispositif à mettre en place parce qu'il va être la cible en maison d'arrêt des co-détenus. Les conditions de détention, les conditions de garde à vue, la présence des avocats, tout ça, on a débouclé effectivement tout ce problème-là. Sans vouloir m'acharner sur votre client, raison de plus pour être attentif avant d'envoyer des gens en détention provisoire. Alors, sans vouloir se décharger sur quoi que ce soit, le juge d'instruction, pour que ce soit bien clair, le juge d'instruction demande la détention, c'est le juge de la liberté de la détention qui ordonne la détention avec une possibilité d'appel, comme vous le rappeliez, avec 3 magistrats de la chambre de l'instruction qui sont censés exercer un contrôle sur les décisions de détention. Oui, enfin, si le juge d'instruction... Si le juge d'instruction, tout puissant. Exactement. Si le juge d'instruction... Je suis d'accord, mais c'est bien que ça marche pas. C'est justement, effectivement, pour retirer au juge d'instruction le contentieux de la détention. Mais dans les faits, il est tout puissant, le juge d'instruction. C'est comme ça. C'est la cour d'instruction qui est tout puissant. Non, mais si le juge d'instruction ne propose pas, entre guillemets, la détention, l'homme ne va pas en prison. Attendez, André Valigny. Il y a une modification de la loi Perben 2 qui a permis une saisine directement. Patrick Maisonneuve dit avec un peu d'ironie, je suis surpris que nos parlementaires aient l'air de découvrir cette situation. Non, moi je ne Là, ça a une toute autre, je suis désolé, une toute autre dimension. Je ne découvre pas la situation dans les prisons françaises. J'ai fait partie de la commission d'enquête parlementaire en 2000 sur les prisons. Je continue à aller régulièrement visiter des prisons. J'étais récemment à Fresnes. Et les prisons en France, c'est l'enfer sur la terre. C'est l'enfer sur la terre. Donc j'espère que cette prise de conscience collective de l'opinion publique devant ce qu'ils ont entendu de la part des acquittés d'Outreau va permettre d'accélérer ce que l'on doit faire pour améliorer la situation carcérale. La surpopulation carcérale d'abord, et puis les conditions qui sont faites aux détenus. Des choses ont été faites, des moyens financiers ont été ajoutés, ils sont encore insuffisants. Le retard est tellement important qu'on va mettre des années encore pour mettre les choses à niveau. Je veux rappeler quand même que la détention provisoire devrait être l'exception. Lorsqu'on est présumé innocent, la liberté est la règle, la détention est l'exception. Or, en France, et depuis longtemps, c'est exactement l'inverse qui se produit. La détention est devenue la règle et la liberté l'exception. Il faut que les juges d'instruction se posent la question de cette dérive. Et puis surtout, on a créé en juin 2000 le juge des libertés et de la détention. C'est un progrès. L'idée était bonne et elle le demeure. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que les juges des libertés et de la détention vont quasiment systématiquement dans le sens du juge d'instruction et du procureur. Pourquoi ? Peut-être parce que il y a du corporatisme, ça existe le corporatisme. Esprit de corps. Il faut quand même appeler. Voilà. Si un juge qui est là pour pondérer le travail d'un autre juge ne le fait jamais parce qu'il ne veut pas se fâcher avec son copain, bah oui, c'est vous, je voudrais y compris de la justice. Attends, je vais prononcer le mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début. Le corporatisme existe dans tous les milieux, évidemment dans le monde de la justice aussi. Et vous ne pouvez pas vous en tirer en mais non, chez nous, il n'y en aurait pas. Je vous réponds sur des vrais problèmes. Ça n'existe pas le corporatisme chez les juges. Sur la détention provisoire. Je vais vous répondre dans le temps, mais sur le vrai problème de la détention provisoire. Souvenons-nous de l'affaire Bonal, dit le Chinois. Dans cette affaire, il y a eu une remise en liberté par la Cour d'appel. M. Bonal, pour cette affaire, a été acquitté. À l'époque, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, se sont scandalisés parce qu'il y avait eu remise en liberté, alors qu'il s'agissait de détention provisoire. Le Premier ministre s'appelle Lionel Jospin. Tout à fait. Et le ministre de l'Intérieur, M. Vaillant. Donc, de tout temps, il y a eu une pression, notamment des ministres de l'Intérieur, pour obtenir de la détention provisoire. Et ça n'a pas cessé. Nous avons même connu des syndicats de police mettant en place des observatoires pour protester contre des remises en liberté de personnes arrêtées par la police sur une application que l'on connaît bien, ça s'appelle le principe de précaution en matière de détention provisoire. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « nous mettons en prison
provisoire un innocent, parce que quand on met quelqu'un en détention provisoire, c'est un innocent présumé. On en est dans notre société venu à dire, sous prétexte que cette affaire est grave, par exemple l'affaire Doudreau parce qu'il s'agit de pédophilie, eh bien, on ne prend plus aucun risque. Ces personnes arrêtées vont en détention provisoire. Les juges ont leurs responsabilités, bien sûr, mais la société, tous les téléspectateurs qui nous regardent doivent aussi faire leur examen de conscience. Qui, à longueur de lecture de journaux, qui, à longueur d'audition de radio, pousse les médias, pousse les juges, pousse les parlementaires pendant le week-end dans les circonscriptions à dire c'est scandaleux, il a été arrêté par la police, il n'est pas allé en détention provisoire, c'est un scandale. Ça n'a pas empêché un président de la République d'être élu dans un pays où on était majoritairement favorable à la peine de mort, alors qu'il a expliqué qu'il était contre. C'est bien pour cela que je dis qu'il faut changer les conditions de la détention provisoire, il faut changer les critères. Le ministre de la Justice actuel, Pascal Clément, a dit, c'était chez vos confrères de France 3, France Europe Express, a dit il faut envisager de limiter la détention provisoire aux affaires criminelles et uniquement récidivistes. Il y a, je sais, des débats sur les parlementaires. Les Anglais font différemment en matière de détention provisoire. J'espère vraiment que la commission d'enquête parlementaire va aller vers des propositions novatrices, fermes, quitte à être parfois à la marge, à contre-courant de l'opinion publique, mais ça s'appelle le courage politique. Juste une chose sur ces questions de détention provisoire. 30 secondes simplement. Bah oui. On a expliqué à l'époque, et encore maintenant, que le contexte émotionnel de cette affaire, le problème de pédophilie dont parlait le professeur tout à l'heure, était tellement paralysant finalement qu'on ne pouvait quelque part expliquer la décision des juges, notamment de la Chambre de l'instruction, de maintenir ces personnes en détention parce qu'effectivement on était face à un dossier tellement sensible que l'opinion par exemple aurait mal compris qu'on remette en liberté ces gens-là. Enfin, je rappelle quand même qu'il y a eu un certain nombre de ces personnes qui ont été mises en examen, qui ont été remises en liberté au bout d'un certain nombre de mois, et j'ai pas souvenir que leur remise en liberté ait fait l'objet de commentaires scandalisés et que ça ait fait l'ouverture du... Oui, non, mais enfin, c'était quelques mois. Là, c'est un fait qui est exprimé. Voilà. Roselyne Godard, pardonnez-moi, mais Roselyne Godard a été remise en liberté dans l'indifférence générale, en plein milieu du mois d'août, et personne ne s'en est ému. Et elle a été d'ailleurs remise en liberté à la faveur d'une vacation judiciaire, parce que ce sont des... Moi, je parle de l'instant de la première mise en liberté. Juste un chiffre. Et simplement, une dernière allez-y, citation, Lionel. si je peux me permettre, d'Éric Dupond-Moretti, qui a toujours dit dans cette affaire... Le scandale, c'est pas que Roselyne Godard, puisque c'était sa cliente, ait été mise en détention. Le scandale, c'est qu'elle n'ait pas été libérée au bout de 15 jours. Est-ce que, pardonnez-moi, quand on dit dans cette affaire, il y a une soie, parce qu'en effet, on se focalise sur le cas Burgo, c'est à la fois normal et injuste, en tout cas au moment où nous en sommes, des auditions et de la compréhension de cette affaire. Mais quand on dit, il y a une soixantaine de juges, de magistrats qui en gros sont impliqués dans cet échec, dans cette incapacité à rendre la justice qui aboutit à une injustice. Ce chiffre d'une soixantaine, est-ce qu'il est juste, Jean-Louis Pelletier ? Il est juste parce qu'en fait... 59, merci André Valigny. Dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres malheureusement, les filtres n'ont pas joué. Parce que juge Burgo, d'accord, mais au-dessus, il y a quand même la Chambre de l'instruction. La Chambre de l'instruction est là, composée de 3 magistrats d'un certain rang, qui normalement doit filtrer le travail du juge tel qu'il lui est présenté. Vous ne me ferez pas croire qu'il n'y a pas un de ces 59 magistrats qui, à un moment, passé un coup de fil à un de ses confrères en disant « Dis donc, j'ai des doutes, c'est pas possible, t'es sûr que... » Oui, mais ils sont 3 de toute façon. Après, au-delà du juge seul, chaque fois, ils sont 3. Donc il y a une collégialité. Dans la collégialité, c'est la majorité qui fait la décision. Ça se passe réellement. Ça va sûrement choquer beaucoup de gens. Attendez, Thierry Volton. Pardon, Dominique Volton. Non, ce que je veux dire par là, c'est que les juges, et ça a été dit rapidement tout à l'heure, ils sont sous l'influence de ce qui se passe dans la société. Il y avait l'affaire Dutroux qui s'était passée en Belgique. Il y avait une espèce de psychose collective qui fonctionnait là-dessus. Et donc, si vous voulez, moi, ça m'intéresse que les magistrats soient évidemment influencés par la société, parce que du coup, je dis en conséquence, ils doivent avoir la modestie de reconnaître qu'ils ne sont pas ailleurs. Et donc, quand il y a une pression culturelle, politique, médiatique là-dessus, ils sont, comme tous les êtres humains, faillibles, et du coup, ça devrait effectivement faire émerger beaucoup plus les fils de sécurité, mais tout le monde est pris dans le même engrenage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que je veux dire, c'est que l'idéologie sécuritaire, c'est vrai qu'elle existe dans nos sociétés. Et vous avez raison, les gens sont contradictoires. Ils disent à la fois, la prison, c'est une horreur, et on devrait en mettre encore un peu plus. Oui. Mais c'est là, du coup, on revient sur la responsabilité des magistrats, comme dans d'autres secteurs, la responsabilité des médecins ou des militaires ou des scientifiques. Et des politiques. Ou des politiques, bien sûr. C'est que, et je suis tout à fait d'accord avec vous, si on en sort, on dit pourquoi vous les sortez. Mais si on veut faire changer les mentalités,
Il faut que les élites assument leurs responsabilités, Exactement. y compris quand c'est parfois contre l'opinion publique, et vous l'avez rappelé sur François Mitterrand par rapport à la peine de mort. Et moi, je suis pratiquement certain que, vu l'intelligence politique et populaire qui existe maintenant de toutes ces questions, eh bien, si jamais des magistrats prennent le risque de ne pas mettre en détention et d'expliquer pourquoi, au bout d'un moment, les mentalités changent. Mais si jamais on continue à glisser du côté de l'idéologie sécuritaire, il y a un problème. Et c'est en ça que les politiques, ils ont toujours une responsabilité pour ne pas trop tirer vers l'idéologie sécuritaire. Il faut faire de la pédagogie plutôt que de la démagogie. Et surtout ne pas légiférer au gré des humeurs de l'opinion publique. Parce qu'elle est versatile, l'opinion publique. En ce moment, l'opinion publique, elle est horrifiée par la détention provisoire. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé récent. On va dire que globalement, on a l'impression qu'à longueur d'année, elle vous demande de mettre des gens en prison parce qu'on vit dans une société qui est violente et que là, en ce moment, il y a une... C'est pas le pire en France, c'est vraiment pas le pire en France. Hein. Très bien. Il faut le dire, ni en Europe. Il faut quand même le rappeler constamment. On n'est pas dans les pays les plus violents, il faut le dire tout le temps, parce que sinon, il suffit de voyager dans le reste du monde pour s'apercevoir en Afrique, en Asie, en Amérique latine, ce que c'est que la violence. Donc il faut quand même avoir un minimum de proportion. J'entends bien, sauf qu'on vit dans une démocratie, qu'il est légitime aussi qu'on demande des comptes à nos responsables, dont nos députés. Donc en gros, on vous demande d'enfermer des gens, et là on vient de découvrir que parfois... On enferme des innocents. Ça peut arriver à n'importe quel Français de se retrouver dans cette situation. L'engrenage de la justice. Exactement. La machine judiciaire peut broyer des vies, peut broyer des êtres humains, et ça, il faut que chacun s'en persuade. Le grand intérêt de ce drame judiciaire d'Outreau, c'est que les Français sont en train de réaliser que ça peut leur arriver à tous. Ils ont vu des gens simples qui leur ressemblent s'exprimer l'autre jour dans la commission d'enquête parlementaire. Et la prise de conscience, elle est énorme dans le pays. Parce qu'ils avaient l'impression que la justice, ça s'adressait aux voyous, aux délinquants, aux casseurs, aux criminels. Là, ce sont des gens simples, des gens qui ressemblent à tous les Français qu'ils ont vus devant leur télévision expliquer ce qu'ils avaient vécu. Donc moi, j'espère, la commission d'enquête suscite une très forte attente, j'espère qu'on ne va pas décevoir cette attente qu'on est en train de créer. Juste un compliment. Si c'était des noirs, des beurs, des blacks, des jaunes, je ne suis pas persuadé qu'il y aurait la même sensibilité. Je veux dire par là que ces victimes françaises, elles sont françaises blanches. Mais il y a des Français qui sont noirs, jaunes, verts, bleus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les bleus, je ne les connais pas, mais c'est... Comme métaphore de la société multiculturelle qu'est la nôtre. Et ce que je veux simplement dire, c'est... Là, le cas est exemplaire. Mais essayons d'avoir la même générosité, la même tolérance et la même intelligence pour toutes les couleurs qui constituent la République. Michel Lejoyeux, vous vouliez intervenir? Oui, je crois que on a découvert que l'angoisse et l'angoisse collective pouvaient être un déterminant très fort de l'identification. Tout d'un coup, on a effectivement, pour des raisons multiples, des personnes auxquelles on peut s'identifier. On est dans le syndrome du pourquoi pas moi, ça pourrait m'arriver demain. Et à partir de cette capacité à se mettre à la place, on a une prise de conscience. Je crois que c'est quand même tout à fait souhaitable de voir que notre société, d'une certaine manière, mature un peu dans notre capacité à sortir de l'irrationnel. Vous voyez, d'un côté, on a peur des pédophiles en liberté, de l'autre côté, on a peur des victimes accusées injustement. Peut-être qu'on est en train de commencer à voir, je dirais, d'une manière un tout petit peu plus rationnelle, à être dirigé par un peu autre chose que l'angoisse et la névrose collective. Et c'est peut-être un peu souhaitable. André Casse, ce qui était très émouvant, entre autres, dans les derniers témoignages qu'on a écoutés, c'est de comprendre que la rumeur vous précède en prison. Et quand elle est fausse, elle est épouvantable. Enfin, c'est épouvantable. Non, c'est épouvantable. Vous l'avez vécu, ça? Le juge lui-même, récemment, le juge d'instruction, explique une rumeur courait. Et c'est quoi la rumeur? Le gros juif, c'est comme ça que je suis appelé, d'ailleurs récemment dans un document donné par l'avocat judiciaire du Trésor à Rouen il y a quelques mois, il y a eu un document où il y a 18 lignes, dont des lignes d'un mot, et sur ça, je ne suis jamais appelé par mon nom, mais toujours par le juif. Et c'est vrai ce que dit M. Volton, mais co-inculpés étaient tous maghrébins, car nous étions 7 dans cette affaire. Et quand on a demandé à être reçu à l'époque par le garde des Sceaux, par M. Perben, moi c'était pour faire ouvrir le dossier. Eh bien, on m'a fait dire qu'il n'y avait pas de grain à moudre et que manifestement, on ne devait pas être assez présentable pour être reçu par le garde des Sceaux. Donc, nous n'avons pas été reçus. 6 maghrébins, un juif. Le juge, c'est quoi la rumeur? Le gros juif fait tuer sa femme pour son héritage. Quand je suis en prison, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'héritage, qu'il n'y a pas d'assurance. Mais il fallait que j'ai des difficultés parce que forcément, puisque je devais la faire tuer pour un héritage qui n'existe pas, c'est ça la rumeur. Et même quand on établit qu'il n'y a pas de mobile, ça reste. Et encore aujourd'hui, il y a quelques mois, face à la présidente de la Cour d'appel, elle m'a ressorti les mêmes inepties contraires à toute la réalité économique. C'est pas il y a 10 ans, c'est en 2005.
Donc une rumeur, elle devient force de vérité. À un moment donné, la rumeur devient la vérité. J'ai discuté avec Rosine Godard, avec Alain Maréco, et que je suis très copain parce qu'on s'est rencontrés dans France Justice, avec Karine Duchauchois, que je connais bien, et avec l'abbé Vielle. On a passé une soirée délicieuse samedi soir ensemble. Eh bien, la rumeur... Ça fait du bien de nous entendre dire ça, franchement. Si c'est le cas, tant mieux. Parce que non, on a fait une franc-maçonnerie des victimes. Maintenant, on s'est décidé, on a dit, il y en a marre. Bon. Vous ne connaissez pas cette loge. C'est une nouvelle qu'on vient d'instaurer entre nous. Le problème que nous avons, avant tout, comment dire, on parle aujourd'hui, en gros, c'est le procès de la magistrature, de ce qui s'est passé. Bon, eh bien, pour moi, c'est pas ça. Les magistrats, ils ne demandent pas à avoir 120 dossiers. Si on avait 2 fois plus de magistrats, ils auraient que 60 dossiers. Les magistrats n'ont pas demandé qu'il y ait 4 personnes dans 9 mètres carrés qui défèquent les uns devant les autres. Les magistrats, ils n'ont pas demandé ça. C'est les politiques qui, de gauche comme de droite, n'ont pas donné les moyens. Quand expliquer ces malheureux-là, qui expliquaient que pour aller à la douche... Avec une opinion française qui est peut-être pas pour l'instant très sensible au fait de donner des moyens à sa justice, qui a peut-être plutôt envie de voir des policiers dans la rue. Eh bien, mais voilà, il faut être franc jusqu'au bout. C'est là où il faut aller, justement. Le rôle du politique, c'est comme Mitterrand. Comme Mitterrand qui a fait voter l'abolition de la peine de mort, il faut être capable à un moment donné de se dire faisons que les conditions soient dignes. On a parlé du rôle évidemment du juge Burgot dans ses premiers témoignages, ensuite du recours abusif à la détention provisoire. Les auditions ont révélé d'autres dysfonctionnements, ceux des services sociaux, des associations, des médias aussi. Écoutons à nouveau les témoignages. Croyez-moi, avant ce 14 novembre 2001, je ne pensais pas que l'erreur judiciaire pouvait encore exister en France. Je ne pensais pas que dans ce pays, dans cette République française, on pouvait encore enfermer sans preuve, sans rien, et laisser moisir en prison. Comment expliquez-vous qu'on vous accuse? Comment l'expliquer, on ne sait pas. On ne peut pas. Mais il faut savoir quand même que c'est vrai que tous les médias, jusqu'au jour de l'ouverture du procès à Saint-Omer, croyaient dur comme fer à la culpabilité de tout le monde. Les personnes des associations qui sont là, soi-disant pour défendre les enfants, on a eu des personnes, des associations, je crois que c'était la Dame de l'Enfant Bleu, c'est ça, qui se permettaient des choses, qui disaient ils sont tous coupables, ils sont ceci, ils sont cela. Enfin, elle était vraiment odieuse avec nous, alors qu'elle ne connaissait pas le dossier. Elle n'avait jamais lu le dossier, c'est tout ce qu'on lui avait dit, mais elle ne connaissait pas le dossier. Sa plaidoirie, elle commence par tous coupables. Elle n'a rien entendu, elle n'a rien compris, elle commence par tous coupables. Et la deuxième avocat que parle Karine Duchauchois, effectivement, elle s'était permis en cours d'audience ah oui, c'est Maître Leduc Novy. Je crois que je me demande si elle n'a pas dit ta gueule. C'est ça, voilà. Elle a sorti en pleine audience ta gueule à Éric Dupond-Moretti et ensuite faire lever de la victoire. Alors, je vais vous dire quelque chose, ça sert à rien d'avoir un avocat. Hein. Ça sert à rien de dépenser de l'argent pour prendre un avocat. Parce que le juge d'instruction, il vous pose des questions, il attend que vous lui répondez dans son sens. Ce jour-là, j'ai dit que j'ai amené 3 ou 4 fois du pain à Outreau pour approvisionner le camion de ma femme qui était commerçante ambulante. Lui, il avait marqué, M. Godard revenait régulièrement à Outreau approvisionner du pain à sa femme. Mon avocat, il a dû se battre en fin d'audition pour pouvoir faire rectifier le PV. La confrontation se termine et moi j'aperçois dans la salle d'attente une demoiselle qui m'accuse et qui a avoué des faits, tout comme Madame Badawi et Monsieur Delplanque, c'est Mademoiselle Grenon. Et je la vois, pas de menottes, libre. Et moi ça m'a fait réfléchir, j'ai cogité. Le lendemain, le juge il m'appelle pour mon curriculum vitae et de là j'ai commencé à mentir sans prévenir mon avocat. J'ai dit ils vont entendre ce qu'ils vont entendre et je vais lui donner ce qu'ils vont entendre et je vais partir dans son sens. Et peut-être que là, je sortirai de prison. Peut-être que là, je retrouverai enfin la liberté. Et de là, j'ai commencé à accuser des gens, à m'accuser de choses terribles, à raconter des choses terribles que j'ai pu lire dans les journaux, que j'ai pu entendre en garde à vue. J'ai joué avec tout ça, en fait. Et de là, j'ai commencé à déballer n'importe quoi. Mort pour mort, quoi, je vais chercher plus terrible encore que les accusations qu'on me porte. Et là, j'ai inventé un meurtre, quoi. J'ai vu toutes les fouilles qui ont été faites. Et moi, honnêtement, quand j'ai vu les fouilles qui se faisaient, quoi, et quand je voyais le juge qui était là, que c'est lui qui donnait l'autorisation d'entreprendre ces fouilles, parce que c'est pas moi qui a demandé à faire des fouilles, hein, ça je le précise. Je veux dire, c'est le juge qui a entrepris ça. Moi, honnêtement, c'était dans ma tête, moi, c'était vas-y, cherche, quoi.
cherche. Moi, tu me fais galérer, moi, tu me jettes en prison dans un trou à rats, quoi. Ben, moi, vas-y, cherche, quoi. Vas-y, cherche. Prends ton temps à chercher, cherche. La fouille dans les jardins a été quand même quelque chose d'absolument insensé et ridicule. Ils avaient dressé des rideaux autour des jardins, se trouvent au milieu des immeubles. Ils avaient demandé aux habitants des immeubles de fermer leurs volets, de fermer leurs doubles rideaux pour ne pas voir les cadavres qu'on allait sortir. Ils avaient entouré les jardins de grands rideaux de plastique vert. Il y avait les tractopelles qui creusaient dans le jardin. Il y avait les journalistes qui étaient avec leurs caméras en dehors. C'est vrai, comme des loups, prêts à filmer les corps qu'on allait déterrer. Il y avait l'hélicoptère de la gendarmerie qui tournait au-dessus des jardins. Mais je vous assure, heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, parce que ce jour-là, ils seraient tous tombés comme des mouches. Hein. Alors, on va peut-être parler un peu du rôle des médias. Il est évoqué dans ces témoignages. Madame Couvlar parle de ces fameuses fouilles. Lionel Gougelot, qu'est-ce que la justice cherchait et pourquoi? Il faut peut-être le rappeler rapidement, parce que du coup, là, il y a un tel décalage à cause de l'aspect humoristique de ce qu'elle vient de dire. Bon, on cherche des charniers. Enfin, on est au mois de janvier 2002. Daniel Legrand fils explique que pour essayer de se sortir de cette situation qui est devenue complètement kafkaïenne, en tout cas à ses yeux, c'est-à-dire ces accusations délirantes qui sont portées contre lui, mais contre les autres aussi par Myriam Badaoui, il se dit qu'il va inventer quelque chose d'encore plus horrible pour, en quelque sorte, faire passer un message au juge d'instruction et déstabiliser par la même occasion Myriam Badaoui. C'est l'idée de ce qu'on me reproche est tellement énorme, je vais aller encore plus loin pour leur faire comprendre. Je vais raconter encore plus n'importe quoi, si vous me permettez l'expression, et il espère par ce biais, finalement, provoquer une fissure, provoquer une faille, une déstabilisation du dossier. Le problème, c'est que ça ne marche pas, parce que les techniques d'interrogatoire, disons, pour simplifier, hein, les techniques d'interrogatoire du juge sont telles que ça donne dans le cabinet du juge d'instruction, Madame Badaoui, il paraît qu'une petite fille de 4 ans a été tuée, violée et enterrée dans un fond de jardin à Outreau. Est-ce que c'est la réalité? Et Myriam Badaoui va dire oui. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est mon mari qui l'a tué. Et voilà. Et donc, il va y avoir un deuxième suremballement, si je peux me permettre l'expression, à propos de ces fouilles. Et c'est là qu'on est vraiment au pic de la folie médiatique. Parce que, alors là, pour le coup, on est bien dans l'ambiance du trou. Parce que je vous rappelle que 4 ans auparavant, je peux vous le dire parce que j'y étais également, nous étions devant un chalet miteux de Charleroi à chercher également derrière les barrières de gendarmerie et en regardant les grues des corps qui malheureusement là existaient. Donc là, on est vraiment dans la copie conforme, si vous voulez, de l'emballement médiatique du trou, si je peux me permettre l'expression. Un dernier petit mot. On est en plein mois de janvier. Nous, en tant que journalistes, on commence à discuter quand même de façon informelle avec certains enquêteurs qui commencent à nous dire c'est n'importe quoi. On cherche, on sait très bien qu'on ne trouvera pas, car les accusations, car les pseudo-révélations du fils Legrand sont démentielles. Et vous faites des papiers pour le dire sur Europe 1 ? Non, parce que ces informations-là ne sont pas officiellement sourcées. En même temps, les fouilles se poursuivent, si vous voulez, et c'est difficile de faire part d'un simple sentiment d'enquêteur livré au détour d'une simple conversation informelle. Rien ne vous interdisait de le faire quand même. Rien ne nous l'interdit de le faire, mais alors, pour le coup... Quand c'est dans le sens inverse, vous n'hésitez pas à le faire parfois. Alors, rien ne nous interdit de le faire, mais encore une fois, je vous rappelle le contexte dans lequel on était. Effectivement, il y avait ce suremballement. Mais la réflexion dont je vous parle, la réflexion du policier, c'est une réflexion dans un torrent de certitudes à propos de cette affaire. Attention, il ne s'agit pas non plus de... Pour être très clair, face au rouleau compresseur, est-ce qu'à l'époque, par exemple, vous pouvez parler à votre rédaction, à votre rédacteur en chef, aux présentateurs de journaux avec qui vous travaillez pour leur dire « Écoute, tu sais, j'ai l'impression que ça commence à devenir un peu plus compliqué. » Est-ce qu'ils sont capables d'entendre? Oui, ils sont capables d'entendre parce qu'il commence à y avoir les premières conférences de presse. Alors là, pour le coup, formelles de certains avocats. Je pense notamment aux avocats du couple Maréco, Franck Berton et maître Hubert Delarue, qui ont tenu des conférences de presse à Lille, dans leur cabinet, pour expliquer
que le dossier ne tenait pas, qu'ils avaient eu le temps, là pour le coup, depuis environ 2 mois, de bien étudier ce dossier, qu'ils avaient perçu également la difficulté qu'avait le juge d'instruction finalement de gérer son dossier. Ils avaient à l'époque demandé le dépaysement et le dessaisissement du juge, parce qu'il y avait aussi un contexte passionnel à l'époque à Boulogne-sur-Mer. Ils estimaient, ces avocats, que la justice ne pouvait pas se faire sereinement dans ce contexte. Et ces informations-là commencent à remonter, et on est qu'au mois de février. On est déjà au mois de février 2002. Donc il commence à y avoir des doutes, quoi. Est-ce qu'il y a des papiers que vous regrettez aujourd'hui? Est-ce que vous regrettez peut-être de ne pas avoir suffisamment douté? Je vais vous dire, oui, il y a le tout premier papier, en tout cas les toutes premières informations qui sont diffusées sur une antenne comme la nôtre sont essentiellement sur la foi de dépêches de l'agence France-Presse. Et sur ces dépêches de l'agence France-Presse, pardonnez-moi l'expression, mais on a tout le cocktail de l'horreur. On a la prostitution, la pédophilie, la prostitution, la notion de réseau et la notion de... Ça vient de l'acte d'accusation. Non, ça vient des informations qui filtrent... pendant l'enquête. À partir du mois de novembre 2001, dans la deuxième vague d'interpellation. Parce que pour résumer, il y a eu 2 vagues d'interpellation dans l'affaire d'Outreau. Il y a une première vague au mois de, disons, février-mars, et une deuxième vague au mois de novembre 2001, la série d'interpellations qu'on a appelé les notables, improprement, mais bon, parce qu'il se trouvait qu'il y avait Alain Maréco, le huissier de justice, le prêtre ouvrier, etc. Bref, à ce moment-là, que se passe-t-il ? La première vague d'interpellation passe presque inaperçue, finalement, en tout cas au niveau régional et au niveau national. La deuxième vague d'interpellation est médiatiquement mise en épingle, si je puis dire. Et que se passe-t-il dans l'esprit, finalement, des journalistes et des médias ? On nous indique à ce moment-là que cette série d'interpellations a lieu après 6 mois d'enquête, 6 mois d'instruction, que les policiers sont intervenus sur commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre de ces interpellations-là. Ça vous paraît normal ? Donc, dans un premier temps, on se dit, a priori, ça a l'air sérieux. S'il y a 6 mois d'enquête, si le juge d'instruction a signé des commissions rogatoires pour que les enquêteurs de la police judiciaire aillent chercher ces gens-là, c'est qu'a priori, il y a quand même un minimum de matière. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors effectivement, c'est très difficile de lutter contre cette inertie-là dans les premières heures de l'information publiée au niveau national. C'est bien de le dire. Jean-Louis Pelletier, est-ce que vous trouvez que nous, les médias, nous avons manqué de recul et est-ce que l'abbé Viel pense qu'il a été victime aussi de la presse ? Pas tellement, parce qu'il sait très bien où se placent les responsabilités. Il sait comment la presse est renseignée, c'est ce que vous venez de nous dire. Et à partir du moment où on fait filtrer des informations, la presse fait son travail. Alors après, est-ce qu'elle doit contrôler en aval? Est-ce que le contrôle doit se faire en amont? Le problème est là, chacun est devant ses responsabilités. Les avocats, il y a tout le monde. Les avocats, Maître Lenormand déclare... Non, mais ne parlez pas des absents. Mais attendez, on a parlé... M. Burgot est on parle beaucoup de M. Burgot ce soir, donc si vous voulez, c'est un peu normal. On pourrait dire que c'est de bonne guerre. Voilà. Alors allez-y. Non, mais en plus, je pense que c'est un sujet sérieux. Tout le monde est responsable pour moi, tous. Alors donc, je crois, mais il faut tout dire aux Français. J'ai 30 ans de métier, c'est donc Maître Lenormand. Je n'ai jamais vu cela, c'est innommable. Il est l'avocat des 6 petites victimes, nous dit-on. Sur TF1, 4 passages, on nous décrit un avocat maître du port, le sang qui sort de la bouche d'une gamine qui n'existe pas, qu'on force et qu'on tue à coups de pied. J'ai récupéré l'intégralité de ces déclarations. Donc là, je crois qu'on est dans le cadre du fantasme, comme on l'a connu à Toulouse. On affole nos concitoyens. Il faut dire aux Français qu'il faut se méfier de ces rumeurs. On affole tout le monde. On vit sur des mensonges extraordinaires avec des notables, des choses extraordinaires, des crochets. Attendez, si je comprends bien, c'est exactement votre thème de travail à vous en ce moment. Alors. Exactement, moi je travaille sur cette overdose d'informations, sur cette espèce de folie médiatique. Mais je crois que si cette folie médiatique existe, on peut bien sûr accuser les médias, on peut accuser tout le monde, mais on peut aussi s'accuser chacun de nous, parce que nous avons une véritable fascination pour les histoires horribles. Et il y a une espèce de logique qui fait que quand on annonce quelque chose de terrible, on est beaucoup mieux entendu que si on annonce quelque chose de relativement apaisant. Donc là, le coupable se vend mieux que l'innocent. Absolument, le coupable. Et alors là, on a tous les éléments, on a des fantasmes sexuels, on a toutes les perversions possibles, on a tout ce qui est fait
pour nous faire peur et pour flatter ce qui est un peu une espèce de masochisme collectif. On a besoin d'entendre des horreurs. Donc, bien sûr qu'il faut accuser les médias de nous raconter ces horreurs, mais il faut aussi qu'on soit capable, nous, de percevoir ce masochisme qu'on a, cette fascination qu'on a à se dire le monde est malade, le système est malade. On est un peu aujourd'hui des hypocondriaques de la société, des hypocondriaques des médias. Moi, c'est un petit peu ce mécanisme-là que je vois à l'œuvre dans cette obsession de l'information catastrophique. C'est-à-dire qu'au fond, on a peur de ces informations-là, mais on est prêt à tomber dès demain sur la prochaine information qu'on va nous donner dans le même registre et à demander sur cette information le plus de détails possible. Thierry Volton. Dominique Volton. Oh Dominique, mais reprenez-moi à chaque fois comme ça. Je vais y arriver. Ça dépersonnalise. Oui, c'est pas grave, mais c'est pas exactement la même chose. Quoi. C'est pas Vous l'essentiel. vous appelez Patrick, je crois, vous. Dominique Volton. appelez Allez-y, le rôle des médias. Patrick, c'est ça? Oui, c'est très important ce qu'il vient de dire, absolument, à savoir qu'on a besoin d'une information de catastrophe. Et je ne sais pas d'où ça vient. Alors là, il y a un paradoxe, c'est qu'on s'est battu pendant des siècles pour la liberté d'information. Il a fallu quand même beaucoup de batailles politiques. On a cette liberté de l'information. Et d'un seul coup, les êtres humains n'ont qu'une envie, c'est de produire de la rumeur. Et donc, moi qui travaille sur une théorie de la communication, je me dis comment est-ce qu'on va pouvoir dépêtrer dans l'avenir le fait qu'il y a de plus en plus d'informations qui créent de plus en plus de rumeurs, donc de plus en plus de catastrophes. Oui. Donc ça, c'est un problème énorme. Le deuxième, dont on n'a pas du tout parlé là et qui a été pourtant à peine mentionné, c'est qu'on a vu les magistrats, on voit les médias, on n'a pas parlé beaucoup des associations qui ont complètement perdu les pédales et qui se sont mis à rentrer dans la rumeur. Et on n'a pas parlé d'un groupe professionnel qui est quand même très important, qui sont le groupe des experts. Parce que les experts auraient pu faire filtre. Ils auraient pu dire, attendez, et les experts sont les gens qui sont respectés, c'est la logique de la connaissance, et dans une société démocratique, il n'y a pas plus sérieux qu'un expert. Et là, eux-mêmes, ils y ont été. Donc, si vous voulez, on a le sentiment que, il va bien falloir réfléchir au problème des experts, parce que dans nos sociétés, on cherche constamment des mécanismes de légitimité, et finalement, il n'y a pas d'autre légitimité que l'expertise qui renvoie à une logique de la connaissance, la nôtre, et là on s'aperçoit qu'elle est complètement capable Sauf qu'il y a bien eu des condamnés dans l'affaire d'Outreau et qu'il y a bien des enfants victimes qui ont vécu des horreurs. Bien sûr. Qu'on se doit toujours de rappeler. Bien sûr, mais là, il y a eu 4 personnes, il y a 4 personnes qui sont en prison, on est tout à fait d'accord. Et qu'il y a des avions qui se sont bien logés dans des tours à New York. Bien sûr, mais voilà. Attendez, ça, le niveau de l'expertise ne se joue pas sur l'établissement d'un fait. Un expert, quand on le mobilise, dans quelque domaine que ce soit, c'est pas du tout pour établir le fait, c'est pour réfléchir aux causes, aux mécanismes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le débordement des médias. Alors pour les médias, pour finir d'un mot, oui c'est vrai qu'il faut quand même expliquer, mais le public le sait de plus en plus, que les médias sont dans une logique de concurrence, que par définition sont obligés d'aller plus vite, etc. Et il y a une deuxième chose qu'il faut dire pour la justice, et qui à mon avis ne va pas être bénéfique sur 20 ans, c'est que si vous voulez, partout le problème dans les pays occidentaux de la justice, c'est d'avoir une autonomie par rapport au pouvoir politique. Parce que quand même, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a fallu quand même un bon nombre de combats pendant des décennies. Et du coup, depuis 20-30 ans, il y a une idée qui a germé, c'est que finalement, pour avoir un peu plus d'autonomie vis-à-vis du pouvoir politique, peut-être qu'on pourrait faire une liaison un peu plus forte justice-média. Et on a vu dans un grand nombre de situations une espèce de collusion justice-média pour avoir un peu plus d'autonomie du pouvoir judiciaire. Et là, si vous voulez, je trouve qu'on va dans des sentiers extrêmement dangereux parce que les deux, ils perdent. Et la presse et la justice. Et là, on est exactement dans une situation où c'est pas du tout la collusion justice-média qui a fonctionné, mais l'idée que les médias, pour affirmer leur autonomie, en ont trop rajouté, dans un phénomène de fantasme collectif extrêmement grave, qui était alimenté par le contexte historique. C'est pour ça qu'on ne peut jamais voir une histoire sans son contexte historique. Mais je dis, il y a les médias, il y a le lien entre les médias et la justice, il y a le problème des experts, il y a le problème du monde associatif qui lui-même, et puis vous avez des moments si vous voulez, dans cette région, il fallait, pour des raisons d'anthropologie culturelle qui nous échappent, qu'il y ait une logique victimaire. Et donc c'est tout ça qu'on est obligé de reprendre si on veut donner espoir. Parce que Dominique Volton, pendant qu'on y est, est-ce que ces auditions publiques, c'est une bonne chose? Oui, c'est une catharsis de ça. C'est une catharsis de ça, et c'est pour ça que je voulais finir là-dessus. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, si vous voulez. Je ne suis pas spécialiste du monde judiciaire. Ce qui m'intéresse, c'est la communication politique et le fonctionnement de la démocratie. On se parle entre nous, en ce Voilà, moment. on se parle. Ce que disent les gens est d'une intelligence remarquable, il n'y a rien à dire. Les uns les autres vont s'écouter. Et progressivement, on va peut-être prendre des décisions pour la justice, on va peut-être augmenter enfin les budgets, on va peut-être donner les moyens aux juges d'instruction de faire mieux leur travail, on va peut-être faire de la collégialité, on va peut-être faire des prisons, et on va peut-être effectivement revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir qu'il faut mettre tout le monde en prison et on constate qu'elles sont infernales. Mais, et je finis là-dessus, il faut, dans la mesure où une société, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tout le monde voit ça dans les médias, il faut faire attention à l'intelligence populaire. S'il n'y a pas des décisions politiques qui viennent derrière,
Alors, c'est pas seulement la confiance à l'égard de la justice qui va être entamée, elle est déjà fortement entamée. Ça va être la confiance à l'égard du système politique. Et moi, je dis aux hommes politiques, attention, là, vous avez ouvert une brèche formidable, soyez à la hauteur des décisions derrière, parce qu'il y va de la confiance démocratique sans laquelle il n'y a pas de démocratie. On aura envie de l'applaudir. C'est ce que je disais. Un tout petit mot. André Valigny. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'on était en train de créer une très forte attente qu'il ne faudrait pas décevoir. Nous allons entendre les experts, nous allons entendre les médias, nous allons entendre des associations de protection de l'enfance, nous avons entendu les travailleurs sociaux, donc on va vraiment faire un travail complet. Moi, si je souhaitais, dès le départ, la publicité, l'ouverture de nos auditions, c'est parce que, non pas pour la transparence pour la transparence, ça ne veut rien dire. C'est la dictature du médiatiquement correct. On parle de la transparence à tout bout de champ. Non, c'était simplement parce que j'avais le pressentiment, dès le mois de décembre, qu'on pouvait donner une formidable leçon de pédagogie judiciaire à toute la nation. De l'instruction civique en direct, sur la chaîne parlementaire, sur les autres chaînes de C'est télévision. ce qu'on dit aujourd'hui, André Valigny. Je crois qu'on vous le dit tous ce soir. Oui. Il y a une dizaine de jours, on n'en était pas encore là, quand même. Hein. Moi, j'ai été favorable à l'ouverture de nos auditions. Voilà, Vous savez, le mois de ça a pas été, décembre. on s'est pas penché sur votre bébé avec la bienveillance des faits dans les comptes de Perron, quand même. La commission d'enquête parlementaire a été malmenée pendant un mois. Elle a été sujette à polémique, j'en sais quelque chose. Le huis clos que défendaient certains de mes collègues avait aussi une motivation qui était la sérénité de nos travaux. Voilà. Moi, je veux dire que mes collègues qui défendaient le huis clos, il y avait des socialistes d'ailleurs parmi eux, le faisaient pour une raison toute simple. Une seule raison, ils n'avaient rien à cacher. Nous n'avons rien à cacher, nous les députés, dans cette affaire. C'est qu'ils pensaient que la sérénité de nos travaux allait être atteinte, perturbée. Heureusement que ça n'a pas eu par les médias. Heureusement que le huis clos, peu à peu, recule et qu'on travaille au grand jour. Voilà. Moi, depuis le début, je le souhaite, parce que je pense que c'est une bonne façon de montrer aux Français comment fonctionne la justice, pourquoi il faut donner plus de moyens à la justice, comment la justice peut parfois aboutir à broyer des vies, des réputations, des vies humaines. Et je pense que c'est un grand moment pour la justice, mais aussi pour la politique qu'on est en train de vivre. Lionel Gougelot, avant qu'on écoute le dernier extrait de ces témoignages des acquittés. Oui, on peut aussi se poser la question de savoir si finalement la diffusion, ou en tout cas le caractère encore plus public des audiences de cour d'assises ou de tribunal correctionnel ne peut pas aussi se poser. Parce que finalement, ce qu'ont dit les acquittés devant la commission d'enquête parlementaire, ils l'ont dit 2 fois à l'occasion des 2 premiers procès. Et ça n'a pas eu, par la force des choses, effectivement, la répercussion que cela a eu. Vous trouvez que c'est trop d'émotions brutes? Non, c'est pas trop d'émotions brutes, c'est une autre émotion, c'est une autre façon de présenter les choses. Mais sur le fond de ce qui a été dit, il y a eu quelques éléments d'information complémentaires qui n'avaient peut-être pas été dits à l'occasion des 2 premiers procès, mais sur le fond, globalement, le discours est relativement le même. Et là, il se trouve que... Sauf que l'écho chez les Français ne sera pas le même, parce qu'il y a la solennité des députés qui... Voilà, et il y a le fait que ce soir, par exemple, on soit réunis. C'est les médias, c'est le génie des médias. La radio et la télévision, ça va chez tout le monde. Vous avez raison, ça a déjà été dit dans les cours d'assises. Et là, c'est bien sûr, attendez, André Casse. Je dis simplement que si j'avais eu la chance d'avoir à la Chambre de l'instruction le débat public que nous avons demandé, c'était prévu, il m'a été refusé systématiquement. S'il y avait eu quelques journalistes qui écoutaient les imbécilités qui étaient proférées, j'étais sorti au bout de 3 mois, et ils n'auraient pas pu supporter une telle pression, et tout aurait changé. Et moi, je parle juste une chose pour le niveau des médias. Au bout d'1 an, il y a un journaliste qui s'appelle Caviglioli de l'Observateur qui a fait un article en dénonçant une affaire qui baignait dans un antisémitisme boueux. 1994. Ce jour-là, dans les semaines qui ont suivi, le juge d'instruction s'est mis à instruire à décharge. C'est clair, on le suit. Et quelques mois plus tard, il me remet en liberté. Alors s'il a à la presse, au moins, s'il a fait un truc dans sa vie, Caviglioli au Nouvel Obs, c'est ça. Et moi, je l'en serai éternellement reconnaissant. Il ne faut pas aller dans l'excès inverse, et on est d'accord pour dire que les juges ne doivent pas non plus se déclencher en permanence sous la pression des médias. Non, voilà, les Dreyfus, il y en a de temps à autre, c'est pas tout le temps. Ce qui se passe, c'est que... Parce qu'il y a aussi des... Quand vous dites je suis innocent... Voilà, il y a des voyous, quoi. Non, mais quand vous dites je suis innocent, ce qu'il faut au moins, c'est pouvoir demander un débat public et que la chambre d'instruction, pendant une petite heure, fasse un condensé rapide où vous puissiez vous exprimer. Et à l'inverse, les journalistes ne sont pas forcément, systématiquement, des flics contre-enquêteurs, pardonnez-moi, par rapport à un dossier d'instruction lambda. On va donner une dernière fois dans cette émission la parole aux premiers concernés. Dernier extrait des auditions. Les acquittés d'Outreau évoquent justement leur vie brisée. Je vis, c'est sûr, je vis. Mais moi, je peux vous dire franchement que je me couche avec l'affaire dans la tête et je me réveille avec l'affaire dans la tête. Mon aîné, quand on vient nous arrêter, il a 13 ans et demi,
À 13 ans et demi, on lui dit « Tes parents sont des criminels. Ce sont des pédophiles, ils vont en prendre pour 20 ans. Vous devrez le voir, ce fils aîné. Il est prédélinquant. Il passe devant le juge des enfants. Que voulez-vous faire avec cet enfant? Que voulez-vous que je lui dise quand je dis, tu sais, si tu fais des bêtises, tu vas aller en prison? Et qui me répond, mais papa, t'as rien fait, t'as été en prison. Alors qu'est-ce qui va m'arriver à moi si je fais quelque chose? Et de foyer en foyer, où il a été transbahuté, on lui a appris non plus à respecter les règles, mais à respecter la loi du plus fort. Le respect en foyer, c'est comme le respect en prison, ça se fait par les poings. J'avais dit que j'aurais pas pleuré parce que... Mais là, c'est difficile parce que il faut que vous sachiez aujourd'hui que j'ai... Je vais pas dire que j'ai perdu un enfant, mais mon fils, aujourd'hui, il veut pas vivre avec moi. Il m'en veut énormément, en fait, parce que moi, je suis pas allée en prison et il comprend pas pourquoi je me suis pas occupée de lui. Entre-temps, j'ai eu un deuxième petit garçon et voilà. Et donc aujourd'hui, il veut pas vivre avec moi, il m'en veut énormément et voilà. Et il faut que vous sachiez que même un an et demi après avoir été acquittée, la vie n'est pas rose. Quand j'ai été annoncé à ma mère que mon frère était mort, je ne savais pas comment lui dire. Je ne savais pas. Pour quelle raison? Parce que j'ai dit, elle va se laisser mourir. Et quand j'étais à table avec elle, et j'ai dit, Oma, tu as eu des nouvelles de François? Elle dit, oui, il m'a écrit. Et je pleurais, j'avais des yeux en compote, et je pleurais. Et elle me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ton fils, il est décédé, il est mort. Et ma mère s'est laissée mourir. Et ma mère est morte le 23 juin 2003, avec la photo de mon frère. Tous les jours, elle avait la photo de mon frère. Vous voyez le mal que ça nous a donné. Le 14 novembre 2001, où j'ai été arrêté, ma mère a arrêté de s'alimenter. Ma mère a arrêté de parler, pleurant tous les jours son fils en prison. Elle a tenu 2 mois. 2 mois. Et ce 10 janvier 2002, qui j'ai devant moi? Celui que je qualifierais du meurtrier de ma mère, le juge Burgot. C'est à cause de lui que maman est partie. Nous sommes le 1er juillet 2003, je décide de me pendre. On a de la chance dans nos cellules, on a une potence qui est prête. C'est là où est la télévision. Et je prépare ma corde, qui est faite avec mes draps. Je n'ai pas le courage. Je n'y arrive pas. Je pleure pendant une journée où je suis seul dans cette cellule, puisque mon codétenu est auxiliaire, donc il n'est pas là. Je décide alors d'arrêter de m'alimenter. On se retrouve dehors, on n'a rien, on n'est rien. Et les heures, on ne les connaît plus. Je me rappelais qu'il fallait manger parce que je voyais ma sœur faire à manger. On n'a pas de suivi derrière. On se retrouve... on nous dit, vous êtes acquitté ou vous êtes dehors de votre prison, ou vous êtes acquitté, voilà, vous n'avez plus rien à dire, maintenant terminez, basta, reprenez votre vie. Mais du jour au lendemain... de fin août à début septembre, on reprenait l'école en plus. J'ai récupéré mes petits que je n'avais pas vus depuis 3 ans. Pas eu à charge. Et terminé, voilà, on vous les rend. Maintenant, vous n'avez plus rien à dire. Vous avez vos enfants, vous les avez assez réclamés, on vous les rend. Voilà, c'est comme ça que je l'ai pris. Et voilà aujourd'hui où je me retrouve. Mon couple est détruit. Mes enfants sont cassés. Comment voulez-vous que je les remette dans le bon chemin? Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, on tiendra bien entendu cette phrase. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça paraît très important dans ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale. André Casse, est-ce que vous pensez que les juges qui se sont trompés dans votre dossier, ils doivent être sanctionnés? J'ai très peur de la sanction chez les juges parce qu'il n'y aura plus jamais d'innocents. Je dirais d'ailleurs que s'il y avait eu un huis clos à Saint-Omer, il y aurait peut-être eu 17 condamnations. Je dirais que c'est pas comme ça que ça se joue. Pour moi, j'ai des juges qui se sont trompés, mais j'ai un procureur de la République qui s'appelle Joseph Schmitt qui s'est battu pour que je sorte. J'ai un procureur général, un Gal Montagnier, qui s'est aussi battu pour que justice me soit rendue. Et récemment, M. Charpenel, avocat général de la Cour de cassation, s'est aussi battu. Donc je veux dire qu'à chaque fois que des magistrats... Des magistrats ont compensé par le rôle positif, le rôle nuisible d'autres, à vos yeux. Ouais, absolument, mais moi, le drame pour moi, c'est pour mes enfants. C'est-à-dire que j'avais eu avec Sylviane 4 enfants, et quand elle est morte, il y en avait un qui avait, Aurélien, 2 ans, un qui avait 11 ans, un qui avait 13 ans. Mais
le lieu, et Nathalie avait 21 ans, mais le lieu où nous vivions, c'était le lieu où il vivait depuis 15 ans, avec un confort, tout allait bien. Donc on s'est reconstruit tranquillement. Et quand 19 mois plus tard, on est venu m'arrêter, alors là, les enfants ont tout perdu. Ils ont perdu leur mère, ils ont perdu leur père. Moi, je suis né pauvre, mais mes enfants sont nés riches et sont trouvés désociabilisés. Nathalie a 21 ans avec sa maîtrise de droit. Les deux autres, Julien et Jérôme, ont arrêté en terminale, je les avais perdus. Les deux derniers, qui ont 16 ans, parce que j'ai encore eu un autre enfant, ont 1 an, sont normaux pour l'un, et l'un a 3 ans d'avance scolairement. C'est-à-dire qu'on s'en est réoccupé comme avec ma fille. Mais ce passage-là a tué Julien et Jérôme, ça les a tués, et tous les autres aujourd'hui se disent, qu'est-ce qui se passe et ce fait, comment dire, que vous me receviez aujourd'hui, pour eux qui regardent, c'est une part de leur reconstruction où ils disent, oui, ça y est, papa est innocent, ça fait 1 an et demi que je me bats à le répéter. Et on a pu faire repartir l'enquête grâce à France 2, grâce à une émission qui s'appelle Contre-courant. C'est-à-dire que le 1er mars, il y a une journaliste de France 2 qui est allée voir des témoins qui n'avaient jamais entendu par personne. Le 3 mars, elle donnait une copie de l'audition qu'elle avait faite de ces témoins qui n'avaient jamais été entendus par personne au procureur de la République. Le jour même, une enquête préliminaire était ouverte. Et le 15 avril 2005, l'instruction repartait. Michel Lejoyeux, est-ce que les témoignages que viennent de faire les acquittés d'Outreau peuvent les aider, eux aussi, à se reconstruire? Je crois que d'abord ces témoignages sont bouleversants. Nous parlons quotidiennement de la souffrance mentale de ceux qui sont emprisonnés. Nous parlons du suicide. Nous parlons de cette réalité dramatique qui est de la fréquence du suicide, de la difficulté à trouver un psychiatre, à trouver un soignant pour aider les personnes incarcérées. Et là, on l'entend et on l'entend d'une manière qu'on aimerait vraiment entendre plus souvent. Je crois que ça va effectivement les aider à se reconstruire. Pourquoi? Parce que ce que vous mettez en place avec cette commission d'enquête parlementaire, moi j'ai le sentiment que c'est un peu une espèce de grande thérapie de groupe, à la fois pour ces victimes et puis peut-être aussi collectivement pour la société. Vous parliez de l'exemple des tours du 11 septembre, finalement de cette position passive, dépressive qu'on a tous eue quand on a vu comme ça une image vis-à-vis de laquelle on ne pouvait rien. Et là, on voit une image qui est aussi extrêmement traumatisante, qui est d'image de gens accusés dans leur mis en cause. Et puis, on peut avoir ce dont on a envie, ce dont on a besoin pour se reconstruire, c'est une position active. Oui. Et ce qui est important... Là, ils agissent en ce moment. Là, ils agissent. Et là, ils nous parlent, ils nous touchent, et ça nous réunit en plus. Et nous agissons un peu collectivement vis-à-vis de ce traumatisme. On sort du déni. On sait qu'il y a une souffrance, on reparle de la souffrance dans les prisons, et je crois qu'on ne parlera jamais assez des malades psychiatriques qui sont aujourd'hui dans les prisons, qui n'ont pas forcément de lit dans les services de psychiatrie, qui n'ont pas forcément de psychiatre pour s'en occuper, et on parle de cette souffrance, et on en parle, je dirais, d'une manière positive, au sens où elle est active, et c'est probablement ça la thérapie. C'est probablement, alors là vous le faites au niveau, j'allais dire au niveau collectif, au niveau politique, et moi je trouve que c'est formidable, mais au niveau individuel, c'est exactement ça qu'on apprend, c'est à passer d'une position de victime passive à une position active. Dominique Barella, Patrick Maisonneuve, on va quand même pas échapper, en dépit de l'aspect unanimiste de cette fin d'émission, à leur décompte, au moment où il va falloir demander quand même soit des sanctions, soit d'aller plus loin. Est-ce qu'il faut que les juges rendent des comptes à la société à un moment ou à un autre, à leur hiérarchie? Je veux dire, à titre de comparaison, un médecin responsable d'une grave erreur médicale, il risque la prison. Un juge qui se trompe, pour l'instant, on ne voit pas ce que sont les sanctions. Je vais vous le dire. Sur les 10 dernières années, il y a une dizaine de juges qu'on appelle révoqués, pour les Français s'appellent licenciés, qui sont plus juges, qui ont été virés de la magistrature. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors certains peuvent penser ils sont révoqués, ils ne vont pas en prison. Hein. Attendez, quand quelqu'un dans une profession commet une faute, même une faute grave, il est devant le conseil des prud'hommes, il a un entretien de licenciement, il est licencié, on ne l'envoie pas en prison pour une faute professionnelle. Moi, il ne faut peut-être pas non plus exagérer. Si un juge commet... Un médecin n'est pas responsable pénalement? Il y a des juges qui sont allés en prison quand ils ont commis un acte sur une qualification pénale, pas sur autre chose. Sur la responsabilité, oui, 100 fois oui. Il n'y a aucun problème. J'ai même demandé, au nom de mes adhérents, je ne peux pas faire mieux, à 2 ministres de la Justice successifs d'entamer un audit disciplinaire de l'ensemble des juridictions de France. Je le répétais, j'attends toujours qu'on fasse quelque chose. Donc, la responsabilité des juges, oui.
mais dans un contexte qui a été raconté par beaucoup d'autres, avec d'autres responsabilités. On a parlé des gardes à vue. Gardes à vue, c'est la police, ce ne sont pas les juges, même si les juges contrôlent de l'extérieur les parquetiers, ce n'est pas eux qui mettent en garde à vue. Puis surtout, ne confondez pas le travail de la commission d'enquête, et tout le monde l'a dit, qui doit nous donner des propositions. Il y a une attente absolument extraordinaire, et quelque chose qui est de l'ordre de la sanction professionnelle, s'il doit y avoir sanction professionnelle, mais il y a une inspection qui est en cours. Il y aura peut-être... Il y aura même probablement. Oui, je crois probablement des déferments devant le Conseil supérieur de la magistrature. Donc il y a deux voies, mais ne confondons pas les deux voies, sinon on va rendre Pardonnez-moi, difficile... qu'est-ce qui se passe, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui se passe quand il y a des déferments devant le Conseil de la magistrature? Eh bien, il y a un procès. Faites-nous vivre il y a ça, un procès devant le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a un débat. Il y a le directeur des services judiciaires qui joue le rôle de procureur et qui fait un réquisitoire. Et le magistrat qui comparaît peut être révoqué, c'est-à-dire disparaître de la magistrature, mais il y a toute une échelle de peine. Mais au-delà de la responsabilité... Ça, vous me décrivez un médecin qui comparaît devant le Conseil de l'ordre. C'est public, si ce n'est que là, c'est public. C'est public. C'est une audience... Ça se passe entre vous. Pardon, entre eux. Non, c'est une audience. Mais moi, très bien, je constate. Mais non, il y a des personnalités, il y a des personnalités extérieures. Deux, c'est public. Deux, tous les téléspectateurs qui regardent peuvent aller sur le site du Conseil supérieur de la magistrature. Ils verront tous les rapports avec le compte-rendu et les motifs des jugements de condamnation professionnelle des magistrats. Elles sont peu nombreuses. Oui, Elles sont peu nombreuses. Elles sont plus nombreuses qu'avant, mais elles sont encore peu nombreuses. Je pense qu'il faut aller vers une majorité de non-magistrats au sein du Conseil supérieur de la magistrature pour qu'il échappe à cette accusation de corporatisme. Voilà. Nous serions les seuls en Europe. Des réformes avaient été proposées en ce sens il y a quelques années, elles n'ont pas pu aboutir, elles peuvent être reprises. Il faut aller aussi, sans doute, vers la saisine par les justiciables du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une idée, c'est une piste intéressante, avec des commissions filtres, bien sûr, au niveau des cours d'appel, mais il faut que les citoyens justiciables puissent aller devant le Conseil supérieur de la magistrature pour se plaindre d'un dysfonctionnement de la justice. Il faut le proposer pour tous les conseils de l'ordre. Il faut que le conseil de l'ordre des avocats soit effectivement composé de non-avocats, etc. Il faut être cohérent. Si on va dans cette direction, il faut la globaliser. Il y a quelque chose qui vous intéresse là-dedans, dans la façon dont on... Oui, voilà, non, ce qui est la proposition... Sans haine, on peut demander à un moment des comptes aux magistrats que par ailleurs... La proposition que vous faites, j'y adhère totalement. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait davantage de transparence. Il faut qu'il y ait quand même à l'intérieur du Conseil de la magistrature un certain nombre de praticiens, mais qui ne soient pas nécessairement des juges. Combien y a-t-il de non-avocats dans le Conseil de l'ordre des avocats statuant? Il n'y en a aucun. Je crois qu'il faut avoir... Chez les médecins, c'est pareil. Le Conseil de discipline des fonctionnaires de police, c'est pareil. Alors, excusez-moi, je sors du Conseil de l'ordre. Je peux vous dire que les sections disciplinaires du Conseil de l'ordre savent frapper quand il le faut. Nous nous suffisons à nous-mêmes sur ce plan-là, et je ne sais pas si nous avons des leçons à recevoir de la part des magistrats. Les avocats sont payés par leurs clients, les magistrats sont au service du peuple. C'est une fonction régalienne exercée au nom du peuple français. C'est quand même important ce qu'il vient de vous dire. Mais tout à fait. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même un vent d'espoir. Moi, j'ai été frappé par l'écoute que nous avons eue de la part des parlementaires, et évidemment frappé par l'émotion qu'a suscité qu'ont suscité les déclarations de nos clients. Je crois qu'il y a des choses qui vont changer. Ce que je voudrais surtout, c'est que ça soit les mentalités, je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Et moi, je suis ancré à ça. Il faudrait que la notion de présomption d'innocence qui est inscrite dans la loi devienne véritablement un credo. Qu'on commence non pas à considérer quelqu'un comme un coupable, mais à le considérer comme un innocent. Et qu'on attende pour le condamner, et même pour le traîner dans la boue, que la culpabilité soit démontrée. Tant qu'on n'arrivera pas à ce renversement de la charge de la preuve dans les faits, dans l'opinion, je crois qu'on ne progressera pas. Mais je pense que votre commission, là, a un rôle fantastique à jouer. Et de ce que j'ai vécu, c'était extraordinaire. Je crois effectivement qu'elle est en train de le jouer. Dominique Volton, c'est extraordinaire ce qu'on vient de vivre dans cette commission parlementaire. On n'a quand même pas l'habitude de parler en ces termes de nos députés, nos sénateurs. Enfin voilà, il se passe quelque chose. Oui, parce que pour la première fois, on a l'impression qu'on peut peut-être renverser le deux poids, deux mesures. Parce que c'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir en sortir un petit peu. Parce que vous, quand vous dites très justement, monsieur, finalement, il y a des procédures, mais collectivement, les gens ont bien le sentiment que la justice n'existe pas, que ce monde de la justice, globalement avocat ou magistrat,
il n'a pas de sanctions, qu'ils ont plus de pouvoir que les autres dans la société. Et si vous voulez, l'impunité. L'impunité. Et le manque de transparence. Bien sûr, on peut dire ce qu'on veut, c'est ce sentiment, on ferait une étude qualitative, quantitative. Donc c'est ça qu'il faut arriver à sortir. Si vous voulez, la démocratie, c'est quoi? C'est qu'il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Voilà. Et le sentiment général, c'est que le monde de la justice, il n'a pas de contre-pouvoir. Pas assez transparent. Voilà. Alors, il y a du contre-pouvoir pour les hommes politiques, il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoir pour la presse, mais ça vient quand même. Et le monde de la justice qui est énorme, et on a le sentiment qu'il n'a pas de contre-pouvoir. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de dire, il n'y a pas de démocratie sans confiance dans la justice. Donc, quand on a des tragédies comme celle-ci, il y en a eu des centaines d'affaires de trop. Celle-là, elle sort enfin. Et il y en a en ce moment encore. Il y a des innocents en prison. Absolument. Donc, si on veut vraiment que cède à la démocratie, il faut du coup qu'on puisse passer à l'action pour sortir de la phase dépressive, et du coup, qu'il y ait des mesures, qu'il y ait des actes, qu'il y ait des discours courageux, qu'il y ait de l'argent. Je ne dis pas que ça suffira, mais c'est la seule solution pour qu'il y ait un minimum de confiance dans la justice. Parce que s'il n'y a pas de confiance dans la justice, il ne peut pas y avoir de démocratie. Et on est quand même dans cette situation actuellement, où entre les inégalités économiques, mieux vaut être blanc que noir dans la justice, mieux vaut être bien français que dans la immigré. société en général. Bien sûr. Oui, mais quand on arrive à la justice, où les magistrats ont du pouvoir, en plus on n'y comprend rien, les différences entre les magistrats et les avocats, collectivement. Donc il faut absolument qu'on passe à l'action. Si on réussit quelque chose, eh ben, on aura un petit peu de démocratie. Est-ce que cette prise de parole qui vient d'avoir lieu de Français qui ressemble à tous les Français finalement, c'est ça qui était assez émouvant. Moi, je sais pas, mais même les jeux de regard pendant les captations, et j'en profite pour remercier la chaîne parlementaire qui nous a donné les images que nous avons pu diffuser ce soir. Voilà. Quand même, c'est normal. Très bien, enfin, c'est normal qu'on leur dise merci. Oui, je suis voilà. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a une chambre d'écho un peu différente, qui est peut-être politique, sociale, enfin, qui a de la hauteur? Moi, je l'ai dit, je pense que c'est un événement politique très important ce qui s'est passé là, comme d'une certaine manière, l'événement de la crise des banlieues est un événement politique important, parce que la crise des banlieues, ça a permis de comprendre que cette jeunesse, il faut s'en occuper, qu'on n'a pas intégré, et donc par conséquent, la République est en retard. Là, c'est la même chose, la justice est très en retard, donc on va voir ce que les conséquences politiques vont être, mais si la droite et la gauche sont là-dessus capables de faire une réforme de la justice, avec un minimum de volontarisme politique et de courage, et un peu de moyens, peut-être qu'on est en train de passer une étape, mais c'est pas sûr. C'est parti pour André Valigny. Je rappelle que les prochaines étapes, c'est le 8 février, l'audition du juge Burgot. On a des auditions toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et vous rendez votre rapport en juin ou avant? Au plus tard le 7 juin. Bon, mais est-ce que cette vision un peu idyllique... Non, pas idyllique, c'est une vision politique. Non, on a intérêt à ce qu'il se on fasse est dedans quelque là ou chose. pas? J'ai dit moi-même tout à l'heure qu'on avait créé une forte attente, on ne veut pas la décevoir, donc on va essayer évidemment que tout ça débouche sur des propositions de réformes concrètes. C'est consensuel le climat dans la commission? J'ai l'impression, et moi ça m'inquiète un peu pour tout vous dire, que ce vous vous engueulez entre parlementaires oui, en ce moment. Bien sûr, sur la façon d'organiser les débats, on confronte nos points de vue, on n'est pas toujours d'accord. Un point positif quand même, la justice se réforme depuis quelques années. L'avocat, dès la première heure de garde à vue, c'est le 15 juin 2000. Il a fallu attendre... Sans dossier. Il a fallu attendre un siècle. Il y a un siècle, l'avocat n'avait même pas accès au cabinet d'instruction. Donc les progrès sont trop lents, bien sûr. Et puis un dernier mot, M. Calvi, pour terminer sur une note positive. L'erreur judiciaire, elle existera toujours, hélas. La justice est humaine, donc la nature humaine est infaillible. Ce qu'il faut, c'est entourer la justice, enfin les procédures de garde-fous, de barrières, de contrôle, de regards croisés, bien sûr. Mais il fallait abolir la peine de mort, d'abord à cause de l'erreur judiciaire, au-delà des convictions spirituelles des uns et des autres. Regardez aux États-Unis le nombre d'erreurs judiciaires qui se terminent sur la chaise électrique. On a aboli la peine de mort en 80 et en 2000, on a créé l'appel des verdicts de cour d'assises. Parce que, à outreau, la moitié des accusés a été innocentée en première instance, enfin, la cour d'assises de Saint-Omer, mais les autres ont pu être innocentés à Paris parce qu'ils avaient pu faire appel. Et jusqu'en 2000, on ne pouvait pas faire appel d'un verdict de cour d'assises. Vous n'aviez pas l'air aussi optimiste, Lionel Bougelot. Moi, je me souviens de la commission d'enquête parlementaire Dutroux en Belgique, qui avait suscité les mêmes espérances, les mêmes espoirs, les mêmes volontés de réforme. Faites un sondage d'opinion en Belgique aujourd'hui et vous verrez que tous les Belges ont vraiment le sentiment que rien ne s'est passé, qu'il n'y a pas eu vraiment de changement. On va essayer de faire mieux qu'en Belgique. On ne va pas terminer sur une note négative, mais... Non, mais c'est un journaliste qui a été le dernier à prendre la parole. Allez, merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Avant de nous séparer, les livres de mots croisés, Overdose d'infos de Michel Lejoyeux aux éditions du Seuil. Il faut sauver la communication de Robert Volton, non, Dominique Volton chez Flammarion. Je crois que c'est Dominique, je suis pas sûr. Voilà. Pas de pitié pour les innocents. André Casse aux éditions Michel Lafon. Et enfin apparaître en mars prochain aux éditions Hugo Doc, le journal d'une justice en miettes,
de Dominique Barella. Merci à tous d'avoir participé à cette émission qui est par ailleurs rediffusée sur TV5 dans le monde entier. Merci à Gilles Bornstein qui l'a préparée, Jean-Jacques Amsalem qui vient de la réaliser. La semaine prochaine, Benoît Duquesne pour complément d'enquête. Dans un instant, le journal avec Jean-Claude Renaud. Bonne nuit, on se retrouve dans 15 jours, le 6 février. Merci.